Salut Jocelyn. Bonjour Grégory. Où es-tu, Jocelyn? Je suis à Singapour, À Singapour. euh, tout en bas de la péninsule de Malaisie. De Malaisie? Ouais. Pour bien comprendre, Singapour, ça appartient à qui? Singapour, c'est indépendant. C'est une cité-État. C'est une petite ville. Ça fait à peu près la taille de la petite ceinture d'Île-de-France. Euh, Ça a appartenu longtemps aux Anglais. C'est devenu indépendant quand la Malaisie est devenue indépendante en 63. Et ils se sont fait jeter de la Malaisie en 65. Donc, ils se sont retrouvés un peu tout seuls. Et c'est là qu'ils ont commencé à se construire et à essayer de faire leur identité de petite cité-État et de paradis fiscal aussi. Mais qui se trouve sur Euh, les terres malaisiennes. c'est une île, mais c'est vraiment c'est tout au bout de la péninsule de Malaisie, ouais. C'est pas collé C'est à la entouré. Chine. Non, c'est assez loin de la Chine. Je crois qu'on est à 4 heures d'avion, je crois, à peu près enfin, ça dépend, c'est grand la Chine. Mais ouais, on doit être à 4 heures d'avion de Shanghai. Un truc Ok. comme ça. Et du coup, État indépendant avec président, ministre, roi, c'est quoi là? Donc il y a un premier ministre, il y a un président qui ne sert pas à grand-chose, qui est plus représentatif qu'autre chose. Et c'est officiellement une démocratie, mais c'est le même parti qui est au pouvoir depuis 65. Avec donc le gars qui s'est retrouvé Premier ministre en 65, et je crois qu'il est resté Premier ministre pendant une bonne trentaine d'années. Et en ce moment, c'est son fils qui est Premier ministre. Donc, même s'il y a eu d'autres gens entre-temps qui ne sont pas de la même famille, mais ils sont tous du même parti. Donc, en gros, c'est un parti qui dirige, mais c'est pas comme en Chine. C'est qu'il y a une opposition qui existe, il y a des parlementaires d'opposition pour qui tu peux voter. C'est juste qu'ils ils fixent bien les choses pour pas trop laisser de pouvoir aux autres. Euh, mais en même temps, ça fait qu'ils ont une certaine vision qu'ils veulent donner au pays et ils ont réussi à la maintenir jusqu'à maintenant. Ils ont eu beaucoup de bol aussi, mais ça fait que le pays tient plutôt bien. Et là, on a vu justement avec le coronavirus, ils sont beaucoup mieux démerdés que plein d'autres pays, notamment à cause de leur situation politique. Ok. Parce qu'ils peuvent imposer les choses beaucoup plus facilement à la population, quoi. Et toi, du coup, tu vis à Singapour depuis longtemps? Ça fait 6 ans et demi, bientôt 7. Et t'étais Donc où ouais, ça avant? fait un bout de temps. Avant, j'étais à Paris. J'ai commencé ma carrière à Paris. J'étais chez Marcel, puis ici, je fais tous mes stages là-bas. Et ensuite, je suis parti pendant 2 ans en Inde. Je sais plus, je devais avoir 25 ans à ce moment-là. Euh, je suis allé chez Havas en Inde. Je suis resté 2 ans. C'était drôle, c'était différent. Euh, et ensuite, donc Publicis m'a demandé si je voulais revenir pour me mettre en team avec un bon copain qui était resté là-bas, qui Publicis s'appelle à Paris? Axel Leroux. Publicis Paris Conseil, ouais. C'était avec Manu et Flo, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mhm. Euh, et donc, oui, je suis retourné là-bas pendant 4 ans. Manu et Flo sont partis. C'est Emmanuel Lallève et Florent Et Imbert, pour ceux qui regardent. absolument, absolument, ouais. Ils sont partis d'abord chez Marseille. Il était question qu'on les rejoigne chez Marseille, mais ils sont partis à New York avant. Donc on est resté chez Conseil avec Hervé Riffaut, avec qui on se plaisait plutôt bien, mais Publicis à Paris en tout cas fait pas trop avancer les gens. En général, tu restes à la position où tu es jusqu'à ce que tu t'en ailles. Et le seul moyen d'avancer, c'est de partir, de revenir. Donc, j'ai demandé à être transféré. J'ai demandé si j'étais intéressé par Singapour. Ça me disait bien. Justement, avant d'aller en Inde, j'avais essayé de partir à Singapour. Euh, mais ils embauchent pas trop de juniors ici. Ils aiment pas trop les juniors étrangers. Ça les intéresse pas plus que ça. Il faut venir des talents en général. Ouais, mais tu vois un peu comment ça marche ici. Enfin, je sais que tu parles des salaires et ce genre de trucs. Ici, les salaires de juniors sont super bas. Euh,
parce que en général, c'est des gamins qui sont d'ici et qui habitent chez leurs parents, et tout ça, et donc qui n'ont pas besoin qui ont pas besoin de sous. Et ça commence à devenir intéressant en termes de sous uniquement quand tu es un peu senior, quoi. D'accord. Parce que sinon, enfin, la vie coûte cher ici. Donc, si tu viens pour habiter ici, pour vivre ici, un salaire de junior, c'est pas évident. Ok. Alors, il faut habiter en coloc avec 4 personnes, quoi. On va revenir du coup sur le point financier. Juste quand tu dis, j'ai fait mes premiers stages à Paris et je suis parti 2 ans en Inde. Pourquoi tu es parti 2 ans en Inde, plutôt parce que tu n'arrivais pas à trouver un poste? Il y avait un peu de ça. Il y avait deux choses. Donc, j'étais à Sud de Pub à l'école. Et on avait eu le parrain de la promo, c'était Jacques Seguela. Enfin, je crois que c'est un peu le parrain de l'école. Et il nous avait fait une énorme conférence sur le fait que si tu veux devenir un bon créa, il faut que tu te barres de France, il faut que tu ailles ailleurs, il faut que tu ailles visiter le monde et tout ça. Donc, je l'ai pris un peu au mot. Donc, c'était après avoir fait pas mal de stages. Les stages, avaient pas trop mal commencé. Enfin, j'en ai fait pas mal. À chaque fois, ça se passait bien, mais c'était pour trouver un poste, un vrai poste, c'était assez chaud. Il y avait un peu de frustration aussi, donc je me suis dit, OK, je vais tenter ailleurs. À l'époque, l'Asie du Sud-Est faisait pas mal de trucs bien, donc j'étais intéressé justement par Singapour, la Malaisie, l'Inde et tous ces pays-là. Et donc, j'ai envoyé des mails à plein de monde jusqu'à ce qu'on me réponde, et ça s'est retrouvé justement entre. On me proposait 2 boulots, un en Malaisie et un en Inde. Je ne savais pas trop quoi choisir, sachant que j'étais plus intéressé par Singapour. Donc, là où Seguela revient dans l'histoire, c'est que je lui ai envoyé un mail. Je ne pensais pas qu'il me répondrait, mais il m'a rappelé une demi-heure après en me disant mais la Malaisie, Singapour, c'est des dictatures, c'est pourri, tu peux même pas manger du chewing-gum. Va en Inde, l'Inde, c'est génial. Il faut aller en Inde, tu vas voir, ça va Les gens changer sont ta vie. respectueux, il y a pas d'esclaves, il y a pas de système de caste, c'est vachement sympa. C'est vachement sympa, absolument. Ouais, non, c'est vrai, j'ai appris après en fait que c'est parce qu'il a, il se fait payer chaque année, je sais pas s'il le fait encore, mais il se faisait payer chaque année un tour du monde des agences où il allait regarder le boulot de chaque agence pour savoir ce qu'ils allaient envoyer au festival. Et que cette année-là, enfin, il avait fait en Inde. Donc, il avait été en Inde juste 6 mois avant Il et avait il une avait trouvé bonne, ça génial. il avait une bonne, Ouais. image de l'Inde. Hem, quand tu parles et tu cherches à l'étranger, tu es junior, c'est un premier poste, donc en termes de salaire, tu as la problématique que tu as citée au tout début, de dire, tu vas Ouais, partir d'un endroit où tu vas pas être payé bien par rapport au coût de la vie. Sauf si le coût de la c'est vie, ça. il y a plein de C'est ça. C'est exactement ça. Donc, enfin, le truc qui était intéressant, l'Inde, c'est particulier parce qu'en Singapour, il y a des étrangers dans tous les sens. En Inde, à l'époque, c'était en 2007 que je suis parti, 2008 que je suis parti. Des étrangers, il n'y en avait pas des masses. Et l'Inde commençait vraiment à s'ouvrir à ce moment-là. Donc, j'ai eu un coup de bol. En gros, c'est un peu que l'agence, ils étaient contents d'avoir leur petit blanc de service, quoi. d'accord. C'est que Pour le tu sais, c'est un peu comme en Chine à une époque. Ça faisait bien d'avoir un Européen dans européen. l'agence. OK, pour le Donc, contexte, la vidéo, on la tourne en février 2021, quand tu parles de 2008, donc c'était il y a ouais, 13 ans. c'est ça. C'était il y a un bout de Et temps. du coup, tu as Ouais, réussi à non. trouver une place à Havas, Inde? Havas, Ouais. dans quelle ville d'Inde? C'est grand? À New Delhi. En fait, il m'avait donné le choix entre Bombay et New Delhi. Et tout bêtement, j'ai regardé le boulot qu'ils faisaient sur Ads of the World pour voir lequel faisait du meilleur boulot. Et j'ai regardé les loyers aussi, le prix des loyers sur place. Et Bombay, c'était inatteignable. Ça coûtait juste la peau. Enfin, c'était super cher. Inaccessible? Mmh. Et ouais, donc je suis allé à New Delhi où j'avais pas un salaire. Je devais gagner entre 7 et 800 euros, un truc comme ça. Ce qui est plutôt bien pour le pays. Et donc, ça me permettait d'avoir un appart en coloc, mais de vivre très correctement. Ouais. OK. J'étais plutôt bien là-bas. Et tu bosses 2 ans là-bas, puis tu es fatigué parce que culturellement, c'est différent, on te rappelle potentiellement à Paris et tu dis: «C'est Ouais, c'est l'occasion surtout ça. de». C'est qu'on m'a proposé. C'est donc Axel qui en avait parlé avec Manu et Flo, qui leur a demandé si ça les intéressait de me faire revenir. Et il y avait de la place à ce moment-là, donc ils m'ont fait revenir et je suis resté 4 ans, 4 ans à Publicis comme ça.
Ok, et après, Publicis, donc petit couac sur rejoindre Marcel par rejoindre Marcel, et là tu te dis pourquoi pas repartir à l'étranger? C'est ça. C'était un peu aussi, c'était encore de la fatigue de la France. Je pense, enfin, la plupart des gens avec qui tu as parlé, à mon avis, enfin, ceux qui sont rentrés en France entre-temps, il y a toujours on va dire, l'appel de l'étranger qui revient. Une fois que tu es rentré en France, moi, j'ai fait bien 2, 3 mois où j'étais vraiment triste d'être rentré, quoi. Juste parce que c'est assez bizarre comme sensation, tu sais. Enfin, c'est pendant 2 ans, tu vis des trucs qui sont assez étrangers, qui sont auxquels tu n'as pas l'habitude. Et quand tu rentres en France, bah, tu n'as personne vraiment avec qui en discuter. Donc, tu as un petit sentiment d'isolation quand tu Ouais, rentres. la France, il y a peu de gens Euh, qui se baladent, surtout dans la pub, au final, mm, peu de gens qui ont des expériences ouais, internationales, etc. Donc tu te retrouves à être, enfin d'où aussi ces vidéos que je fais, mais tu te retrouves à mm. pas avoir trop cette plateforme d'échange. Et du coup, tu choisis Singapour parce que pour le coup, là, tu avais à la fois le réseau Publicis et à la fois l'envie. Tu as toujours eu envie d'aller à Singapour? Pourquoi il y a un truc qui t'attire dans l'Asie du Sud? Euh, L'Asie du Sud en général, ouais. Mon père a habité à Singapour dans les années 70. Il a Peut-être, habité trois peut-être, quatre ans ici. peut-être un lien. Donc, j'en ai entendu parler depuis que je suis gamin. Euh, et j'y étais, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Donc, je suis allé en vacances avec ma copine de l'époque, qui est maintenant ma femme. Euh, on avait trouvé que c'était sympa comme ville. Et surtout, ce qu'on avait bien aimé, c'est que c'était parfait comme endroit pour aller pour aller voyager partout en Asie du Sud-Est. Donc, Ok. on est bien allé enfin, tout ce qui est l'Indonésie, la Thaïlande, et tout ça. Et on aimait bien se promener là-bas. Donc, on se disait ça peut être une bonne base pour aller se promener beaucoup, quoi. Du coup, en Euh, 2012, quand tu pars de Marseille, tu as une copine qui est dans la pub ou pas? ouais, plus ou moins, elle était dans le Plus ou digital. moins. Ouais. Et du coup, elle te suit en disant: «Je trouverai un taf là-bas, on se débrouillera sur ton salaire». C'est ça. C'était en 2014. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que enfin, quand on a parlé de salaire, le salaire qu'il me proposait ici était relativement correct. Donc on s'est dit on va rester comme ça pour l'instant. Elle bossait en free beaucoup. Donc elle a continué à faire du free aussi depuis Singapour. En créa? Elle bossait un peu avec les agences françaises en Free en créa, ouais. créative? Ouais, d'accord. Ouais, à l'EDA. Euh, donc ouais, après elle a jamais été super attachée à la pub, donc elle a bougé un petit peu. Elle s'est retrouvée dans une start-up de fringues. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bossé chez JWT pendant un moment, mais justement ça l'a un peu le système de la pub ici l'a un peu dégoûté de la pub. Donc après elle s'est retrouvée chez Airbnb pendant 3 ans. Où À là par Singapour contre elle toujours? était ouais. Et c'est un truc qu'on s'est rendu compte justement où on était assez content, c'est que c'est beaucoup plus mobile au niveau métier. C'est beaucoup plus facile de changer de carrière ici, enfin, d'aller dans quelque chose qui est un peu parallèle. Donc, elle est passée de DA à faire des trucs plus dans la photo chez Airbnb. Au final, elle s'est retrouvée, à la fin, elle était data strategist quasiment. Ouais. Donc Donc, tu fais de la communication, quoi. ouais. Et tu parlais de salaire, du coup, c'était quoi ton si tu peux en parler, c'était quoi ton salaire à Publicis, Paris et à Publicis en switchant Publicis, Singapour? Donc, quand j'étais à Paris, quand je suis parti de Paris, j'étais à 3000 bruts. Euh, Et ce qu'ils me proposaient ici, c'était à peu près l'équivalent de 5 500 euros, 5 500 euros, ouais, quasiment 6 000 euros. Brut? Euh, Brut, sachant qu'ici, enfin, quand tu es un étranger, il n'y a pas d'impôt. Enfin, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de différence entre le brut et le net. C'est toujours la même chose. Par rapport aux impôts, par rapport aux taxes? Tu as des impôts sur le revenu, mais t'as pas, tu vois, en France, Tu pas la tu as taxe 3 sur le 000 brut bruts, net. mais tu touches 2005 ou un truc comme ça Tu pas les charges en net. sociales. D'accord. C'est ça, voilà, tu n'as pas les charges sociales. Du coup, tu Donc, doubles ton salaire. je double mon salaire, sachant qu'après, il y a quand même plein de trucs qui sont à ma charge. Tout ce qui est, il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de, enfin, ça commence à nous saouler parce qu'il n'y a pas de, tout ce qui est éducation pour les enfants, c'est à notre charge. Mais Il faut être tu n'as pas singapourien en d'école gros pour publique avoir. Il y a une école publique, mais pour les Singapouriens. qui correspond pas à ce que vous pouvez avoir. D'accord. Ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, si tu as des enfants et que tu veux les mettre dans le système public,
c'est assez compliqué parce que tu passes après tout le monde. Donc, si jamais tu demandes à aller dans une école, tu n'as à peu près aucune chance d'avoir l'école que tu veux. En général, tu te retrouves là où il y a de la place et c'est Donc très, école très, très, privée. très loin de chez École toi. privée à 20 000 € l'année? Bah écoute, là, il est à la crèche et c'est à peu près ce qu'on paye, ouais. C'est 20 000 dollars, donc ça ferait plus du 15 000 euros, 15 000 euros par an, un truc comme ça. Ok. Donc tu as un fils qui a 2 ans, 3 Ouais, ans? il a 3 ans et on en a un deuxième qui va arriver en mai. Félicitations. Donc c'est pour ça, merci. Mais on commence à prendre vraiment Ça en va considération. multiplier très vite les coûts. C'est ça. Bah, tu, Donc, tu, tu pourras en discuter avec la personne des interviews du Tour du Monde de Bangkok, qui lui, du coup, qui avait le même propos dans son interview, qui a 3 enfants. Et le dernier est né à Bangkok. Mais je crois que l'agence paye, il est chez Macan, l'agence paye l'école. ouais, bah à Et il me Singapour, dit ça arrive sans, quasiment plus, hein. et il me dit sans ça, c'est sûr que 60 000 $ à sortir, c'est beaucoup. Fois 3 enfants. Ouais, non, clairement. Ici, enfin, les salaires montent vite, tu vois. Enfin, différence aussi avec la France, c'est qu'en France, j'ai quasiment jamais eu d'augmentation ou trucs comme ça. Ici, depuis 6 ans que je suis ici, j'en ai eu 3. Donc, c'est quasiment. Si t'en as pas, si t'as pas d'augmentation pendant 2 ans, tu peux te plaindre et ils finissent par t'enfiler. Là, tu te Donc, retrouves à ça quel fait que type de maintenant. salaire maintenant? Là, je suis à 13 000 dollars par mois. Ça fait à peu près 8 000 par mois. Un truc comme Après ça. quoi? En 8 000 euros, tu veux dire? 8 000 euros, ouais. Ah oui, 13 000 dollars, ça fait à deux. peu près 8 000 euros. C'est quoi? C'est un dollar singapourien? Ouais, C'est particulier, ok. Moi, ouais. donc c'est plus facile du coup de payer l'école quand tu as un peu plus d'argent. Mais bon, ça reste cher. Et du coup, ton fils, il est né à Singapour? Ouais, il est né à Singapour. Donc, il y a tout l'aspect santé aussi qu'il faut prendre en considération. Enfin, il faut payer des assurances qui sont assez chères. Euh, donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, en fait, les salaires sont plus hauts, mais en gros, tout est à C'est ta plus charge, cher, quoi. quoi. Tu as moins Ouais, le côté social que la France propose, dont on ne se rend pas beaucoup compte en général quand on ne sort pas de France. c'est ça. Du coup, ton fils, il est singapourien? Il a droit du sol? Non, Non. non, non, il n'y en a pas du tout. Et justement, on s'était posé la question, est-ce que tu as un statut intermédiaire, c'est le résident permanent? Sauf qu'en étant résident permanent, lui qui est né ici, il se retrouve à être obligé de faire le service militaire. On n'avait pas trop envie de lui imposer. Donc on a gardé le statut d'étranger pour pas qu'il se retrouve à devoir faire. Et ça En gros, faisait. si on, Hmm. Vas-y, je t'en prie. Si on reste ici encore longtemps et qu'il décide de faire son service militaire, on le laissera faire. Mm. Mais, on ne veut pas lui imposer, quoi. Ok. Et ça vous fait pas peur d'avoir un enfant dans un pays étranger, type Singapour? Pas Vraiment pas. rentrer Non, pour le pour ça? Non, non, non. Il y en a qui se posent la question, on a pas mal de copains, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais tous les gens qui sont ici se retrouvent enceintes à un moment ou à un autre. Voilà, c'est peut-être notre Est-ce catégorie que d'âge. c'est parce que monsieur vient avec le salaire et madame le suit? Et que du coup, on tombe plus facilement Il enceinte? y a, il y a Ou pas c'est mal de juste c'est ça. Il y a pas trentenaire mal et de c'est normal à 30 ans en général? Je pense que c'est un mélange de tout, mais je sais que enfin, le groupe de potes qu'on s'est fait ici, enfin, la plupart étaient étrangers, même les pas étrangers d'ailleurs. Tout le monde s'est retrouvé enceinte quasiment. Tout le monde a fait un gamin sur place. Euh, Non, au niveau médical, au contraire, le niveau est super, super, super bon. Donc, il y avait aucune peur. Tout le monde parle anglais. La langue officielle ici, c'est l'anglais. Donc, il n'y avait pas de problème de communication. Le seul truc, ouais, c'est au contraire, ici, contrairement à la France, c'est plus la surmédicalisation. C'est comme c'est privé, tu payes tous les actes, donc ils ont tendance à t'en faire trop. Donc, dès que tu vas chez ton gynéco, tu dois y aller tous les mois, et tu te fais faire comment ça s'appelle, des scans. Ouais, t'en as un par mois, alors qu'en France, c'est genre t'en Des as trois sur échographies toute la grossesse. peut-être? Échographie, merci beaucoup. Mais ouais, non, c'est particulier, mais on s'est pas du tout senti, on n'a pas du tout eu peur, quoi. Ok. Euh, pour te dire, enfin, là, il était question qu'on parte au Japon cette année. Et finalement, on a refusé, mais pour cette raison, justement, c'est parce qu'on ne se voyait pas accoucher au Japon, où on ne connaît personne, et la barrière de la langue nous faisait un petit peu peur. J'imagine qu'il doit y avoir des hôpitaux américains ou des hôpitaux anglais, ce genre de truc.
ou français. Mais je sais pas, ça, j'en ai aucune idée. Ici, il n'y a Et, pas d'hôpital français, quoi. et tu disais la langue officielle, c'est l'anglais, donc c'est-à-dire que tout est écrit en anglais sur les textes administratifs, les publicités dans la rue, c'est tout en anglais. Ok. Il y a 4 langues officielles. Il y a l'anglais, qui est vraiment la principale. Tout le monde doit parler anglais. Et après, il y a les autres langues. Tu as le chinois, enfin le mandarin, le tamoul et le malais, D'accord. dans le Bahasa. Et donc, tout est écrit en 4 langues. Mais c'est la langue principale qui est commune à tout le monde, c'est l'anglais. Ok. Euh, Tu disais, tu as hésité à partir au Japon, parce que du coup, pour prendre un autre poste d'essai dans une autre agence, ou Publicis Japon. Ouais, Publicis Japon, D'accord. Non, pour rester dans la famille. non, mais c'est drôle parce que c'était aussi le cas de Milan, enfin de la personne que Hmm. j'entendais à Milan, qui était passée de Publicis, qui racontait les ponts entre Publicis Milan, Publicis Paris, qui était beaucoup dû au directeur de création qui était italien Ouais. et qui était à Paris. Mais dans le réseau Publicis, j'ai l'impression qu'il y a une vraie mobilité de postes. Après, tu n'as pas l'expérience d'autres grands groupes, j'imagine, mais ça avait l'air d'être Ouais. assez bien réseauté. Ils le font pas mal, ouais. Enfin, tu as un système interne de demande de transfert euh, qui marche à peu près correctement. En tout cas, c'est quand tu fais la demande, ils le prennent en compte. Après, ça dépend du pays que tu demandes, parce qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins demandés. Et la manière dont ça marche, c'est que tu fais ta demande, donc il faut que ta direction soit au courant, parce que ça passe par eux. Donc, il faut qu'ils soient d'accord aussi. Et après, c'est en gros, si jamais il y a une place qui se libère, qui est à peu près après de ton ressort dans le pays que tu cherches, ils te mettent automatiquement sur la table. Mais après, c'est dans les pays qui décident. Donc, il faut aussi avoir un coup de bol. Un peu d'influence. Parce que c'est difficile pour un décès local d'embaucher quelqu'un qui vient d'étranger sans vraie raison ou sans la connaître, alors qu'il y a des gens dans le coin qui peuvent faire le boulot. Non, moi, je te dis, j'ai eu plusieurs coups de bol. Enfin, pour Singapour, ce qui m'a aidé, c'est un coup de bol débile, c'est qu'on avait gagné un voyage en Malaisie avec ma femme. Et donc, juste avant de partir, j'avais déjà fait Attends, ma demande de juste, transfert. on a gagné un voyage en Malaisie, c'est Ouais. quoi? Genre, t'as joué au loto? Non, non, c'est un truc débile. Bah, je t'ai dit, ma femme était dans le digital et ce genre de truc, donc elle suivait pas mal de trucs sur Facebook à l'époque. Et il y avait l'Office du tourisme de Malaisie qui avait fait un concours. C'était en gros, si tu partageais une photo de Malaisie, euh, et que, enfin, il la sélectionnait, après il y avait des gens qui votaient, et celui qui gagnait un voyage en Malaisie. Euh, donc on y avait été juste avant, on s'est dit, OK, on n'a qu'à jouer, on a des photos et tout. Et c'était à l'époque où personne participait sur Facebook. Donc, il devait y avoir une trentaine de photos. Et moi, j'ai gagné. Avant de partir, j'ai envoyé un message au DC de Singapour en disant je serai en Malaisie, on pense passer par Singapour, est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Et bah ouais, ça a facilité vachement les choses, quoi. C'était comment en Euh, anglais? Parce que tu dis, j'envoie un message, j'imagine que tout est en anglais. oui, 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 bien sûr. Tu parlais couramment anglais en sortant du lycée? Euh, je parlais pas trop mal anglais. Ouais, je me démerdais suffisamment pour pouvoir parler tranquillement. C'est que ma famille a été anglophone, enfin est anglophone depuis longtemps. Mes parents anglophones, enfin anglophiles, on va dire plutôt. Mes parents ont habité aux États-Unis avant que je naisse. Ma sœur est partie en Irlande du Nord. Maintenant, elle habite en Écosse. Donc tout le monde parle anglais assez couramment. Mais vous parliez pas C'était anglais à la maison. C'est plus, tu as appris non, l'anglais non, à bien sûr que l'école non. et tu as fait sûrement des vacances dans des pays où on parlait C'est plus anglais c'est qui que t'a un peu éveillé, j'avais quoi. accès à la culture anglaise et américaine à la maison. Enfin, Oui, autant que bah ce soit ça, des la culture bouquins. américaine, on l'avait tous, hein. C'est Netflix maintenant. Et Ouais, non, c'est que enfin, ouais, c'était plus en langue anglaise, tu vois, enfin, tout ce qui ouais, était ouais, bien sûr. film, bouquin et tout ça. Et du coup, quand tu es parti en Inde, tu parlais anglais. C'est-à-dire que là-bas, tu Ouais, bosses en anglais à New Delhi. ouais, strictement en anglais. J'ai essayé d'apprendre l'hindi, mais c'est pas facile. Ouais, je comprends. Euh, Et du coup, là, euh, maintenant, tu parles un peu de malais, un peu de mandarin, un peu de tamoul. non, justement. En Inde, c'était nécessaire C'est bien. de parler hindi, mais ici, tout le monde parle tellement anglais que je t'avoue que j'ai même pas fait d'effort. Parce Il y que en a qui viennent ici qui apprennent le mandarin, mais moi, je n'y tu suis disais pas qu'il y allé. avait beaucoup d'expats à Singapour. Est-ce que c'est comme, Oui. à Dubaï? À Euh, 80% d'expats, enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup ouais, de. non, c'est pas comme ça. Ici,
c'est plus, je veux dire, il y a 20% d'expats, un truc comme ça. Voilà. 20%. Après, dans les boîtes, ça dépend des boîtes. Dans la nôtre, il y a des quotas de toute façon, donc c'est limité le nombre d'étrangers. Mais dans notre boîte, ouais, on doit être peut-être maximum 30% d'expats. Mais enfin, il y en a quand même pas mal, quoi. Et du coup, ça crée un gros réseau. Tout à l'heure, tu disais avec mes potes et tout, j'imagine que c'est tous les réseaux d'expats. Tu es moins pote avec des Singapouriens de père en fils qu'avec des étrangers qui partagent avec toi l'aventure du déracinement. Alors ça, je vais te dire que alors non, non, j'avais pas mal de potes. Quand on est arrivé, effectivement, c'est plus facile de se faire pote avec d'autres Français ou d'autres étrangers qui viennent d'arriver, parce que tu cherches à faire des potes et qu'eux aussi. Donc c'est plus facile. Mais après, au fur et à mesure, il y en a qui viennent que pour 1 an, 2 ans, qui s'en vont. Et donc toi, tu te retrouves à être plus à te rapprocher des Singapouriens qui eux s'en vont pas. Donc, ouais, je te dirais, moi, c'est à peu près moitié-moitié, moitié étranger, moitié singapourien. Mais je pense que c'est spécifique à la pub parce que les Singapouriens qui sont dans la pub sont très ouverts sur le monde, sont très internationaux. De toute façon, enfin, c'était obligé à Singapour, les 3 quarts des comptes sur lesquels tu bosses, il n'y a pas vraiment de marché intérieur. Enfin, il y a 5-6 millions de personnes, pas plus. Donc, c'est pas un gros marché sur lequel les marques sont vraiment intéressées. Tu bosses pour la région, en fait. Tu as tous les headquarters de toutes les grosses marques qui sont ici. Quand tu dis la région, Donc, c'est la région de l'Asie du Sud. c'est en général, en fait, ouais, c'est Asie du Sud principalement, mais après, tu as des trucs qui viennent se rajouter. Donc, moi, je sais que je bosse aussi pour. Donc, c'est APAC, donc ça compte aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et pour certaines marques, je bosse aussi pour l'Afrique du Sud, la Corée ou la Chine. Donc, c'est vraiment très, très large. Et ça fait assez étrange parce que ouais, tu te retrouves sur des films qui sont vus en tout cas, qui sont présentés à quasiment 1 milliard de personnes. Ouais, c'est pas mal. C'est assez énorme. C'est mieux qu'une page dans le Dauphiné libéré d'une marque. Ouais, mais là, ce qui est crétin, c'est quoi? C'est que j'ai travaillé pour des pages dans le Dauphiné libéré qui coûtaient plus cher que les films qu'on fait. Ouais, C'est bah, le. c'est une autre économie, effectivement. Ouais. Et Ici, juste c'est vraiment pas en très cher parlant la production. d'économie, c'est quoi les loyers ici? Enfin, chez toi. Donc les loyers, donc c'est élevé, mais en fait, ouais, l'approche est super différente de Paris, où Paris, tu as des toutes petites surfaces qui coûtent cher pour la surface que c'est. Ici, ça coûte cher, sauf que tu as des très grandes surfaces en général. Tu vois, ça n'existe pas, les petites Euh, surfaces. il y en a très peu, il y en a très très peu. Nous, quand on est arrivé, le premier appart qu'on a pris, c'était un 80 mètres carrés en duplex. Et quand je parlais avec les chauffeurs de taxi qui me demandaient où j'habitais, je leur disais, ouais, on a un 80 mètres carrés. C'est, oh là là, mais comment on fait pour habiter là-dedans? On est que deux. Ah ouais, pour un couple, ça va encore, mais je sais pas comment vous faites. Et t'es arrivé Donc de ouais, où? À Paris, tu étais dans le 40 mètres carrés? ouais, c'est justement un 50 mètres carrés à Boulogne, qui était déjà considéré comme grand à l'époque. Donc ouais, non, non, ça change du tout au tout. Maintenant, je suis dans un 140 mètres carrés et je paye, ça doit faire à peu près 2000 euros. 2000 euros pour un 140 mètres carrés. Et je suis à 15 minutes en bus du centre. Donc, c'est correct en fait. Tout le monde dit que je sais que Singapour, beaucoup de gens disent que ça coûte super cher. En vrai, c'est assez vivable par rapport au salaire. Le seul truc qui est pas vraiment accessible, c'est les voitures, mais c'est un truc dont tu n'as vraiment pas besoin ici. Tu disais 2000, c'est 2000 dollars ou 2000 euros? 2000 euros. 2000 euros. Ok. Donc Euh, ça fait cher, mais c'est à Hong Kong, par exemple, enfin, on fait beaucoup la comparaison avec Hong Kong. Pour le même prix, tu as, 40 mètres carrés, un truc comme ça, quoi, à Hong Kong. Donc ici, et, ils ont vraiment développé l'habitat pour que les gens vivent correctement. et à part le logement, qu'est-ce qui coûte cher? Genre, est-ce que la nourriture coûte cher? Tout est importé? Alors, ouais, ça dépend comment tu veux vivre. Si tu veux vivre à la française, tu peux trouver absolument tout ici, mais forcément, ça va coûter super cher. Parce que tout est importé. Les fruits et légumes, ça dépend aussi si tu veux des trucs. Si tu as des trucs qui viennent de Malaisie, d'Indonésie, qui sont pas très très chers, mais si tu veux quelque chose, si tu veux manger bio, ce genre de trucs, ça vient d'Australie, Nouvelle-Zélande, donc ça vient de plus loin.
Donc ça coûte un peu plus cher. La bouffe de tous les jours, en fait, ça dépend comment tu veux manger. Tu as ce qu'ils appellent les hawker centers, où la plupart des gens mangent le midi, par exemple. Donc tu manges tu as un plat pour aller pour 2-3 euros. Tu as un plat complet, quoi. C'est quoi, c'est des centres Euh, commerciaux? Les poker centers? c'est pas des centres commerciaux, c'est des centres pour manger. En fait, c'est des centres dans lesquels tu as plein de petits étals qui C'est vendent, comme des halles. chacun, ils vendent un plat particulier. Hmm. C'est comme des halles, des Un grands, peu dans le genre, ouais. tu vois, les grandes halles où tu as plein de petits producteurs ou de petits restaurants qui, C'est il un n'y en peu a pas comme tant que ça. En ça à fait, Paris, mais ouais, mais je vois de quoi tu parles. Enfin, c'est des stands, en gros. C'est des c'est stands ça, ouais. où chacun est spécialisé dans Ah, je vois bien, un genre de plat. il y avait Et ça, un ça Time coûte Out, il en vraiment pas faisait. cher. Ça, si tu manges, ça coûte pas cher. Ok. Je dis Time Out parce que à Lisbonne, j'étais allé dans un truc comme ça. Enfin, je crois qu'il y en a aussi à Paris, mais et celui de Lisbonne, c'est le Time Out. Et du coup, tu avais une énorme halle et dedans, tu avais plein de petits. Et tout le monde venait déjeuner. Tu avais Ok. plein de petits restaurants spécialités. Tu as le truc de burger, le truc de poisson, le truc de machin. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui, donc 2-3 euros, c'est pas très cher. Globalement, en Ouais. budget bouffe, tu es un peu plus bas qu'à Paris. Encore une fois, ça dépend comment tu veux manger, Toi, mais ouais, tu peux t'en toi. sortir beaucoup moins cher qu'à Paris. Moi, je dirais que je mange mieux qu'à Paris. Enfin, je peux me permettre d'acheter plus de qualité. Ça coûte un peu plus cher qu'à Paris, mais Ça, mais ça reste raisonnable. Donc c'est pas, tu vois, ouais, ça dépend. Si tu te prépares à manger chez toi, ça coûtera pas super cher non plus. Si tu manges, ouais, si tu veux manger par exemple des sandwichs ou des salades, des trucs comme ça le midi, par exemple, ça, par contre, c'est considéré comme de la bouffe occidentale, donc ça va coûter plus cher. Ça va te coûter, allez, ça va faire entre 8 et 10 euros. ok, parce que les plats traditionnels, Donc, c'est quoi? C'est du riz et de la viande? c'est du riz sauté, des nouilles sautées, le plat national, c'est du poulet avec du riz. Euh, c'est très bon. C'est plus dans les pâtes thaï et Mais oui, compagnie, quoi. Tu sais, ils ont dans cette culture ce genre de truc, ouais, ouais, sud-asiatique, ouais, quoi. absolument. Ok. Ils sont pas très très doués en légumes. En Donc général, les c'est un coup légumes, à prendre, c'est pour jouer dans la sauce. un coup à prendre 10 kilos quand même, si Ouais. tu manges que ça. C'est pour ça que la deuxième passion après la bouffe des Singapouriens, c'est le sport. Tout le C'est monde vrai? qui va courir ou faire du vélo. Ouais, ouais. C'est bien, c'est cool. Et en parlant d'argent, je fais des retours dans tous les sens, mais ça donne quoi les salaires du coup? Donc toi, tu as quelques années sur place, donc tu es à peu près à 8 000 euros. Hmm. En arrivant, enfin 8-9, en arrivant, tu étais à 3 à peu près. Et la moyenne, ça donne quoi? On a un ordre d'idée pour un En middle et pour arrivant, un j'étais GC. plus vers 5. Euh, alors, Oui, pardon, pas, je dis 3, mais 3 c'était à Paris. Non, tu étais plus vers. ouais, 5-6 à peu près. Quand tu es junior ici, tu es payé avec 3 000 $, un truc comme ça. Donc 3 000 $, ça fait 2 000 euros. Ce qui est plutôt pas mal, mais qui permet pas de vivre super bien ici. Oui, Enfin, avec les loyers, ça devient vite un problème. oui, oui, c'est plus ça. Euh, euh, je sais, enfin, en même temps, je connais des gens qui sont ici en stagiaire et qui s'en sont sortis, hein. Donc c'est faisable. Enfin, si tu bouffes justement les trucs locaux tout le temps et que tu habites en coloc et que tu sors pas trop, c'est faisable. Enfin, il y en a qui le font et enfin, qui viennent pour l'expérience. Il y a pas mal d'étudiants français aussi, parce qu'il y a il y a plusieurs écoles françaises. Il y a l'ESSEC, je ne sais plus quoi d'autre. Il y en a 2 ou 3 qui sont là, et donc il y a pas mal d'étudiants qui sont là et qui s'en sortent plutôt bien. Donc ouais, tu commences assez bas, on va dire ouais, vers du 2 000 euros. Mid-level, tu vas arriver, ça va monter vers 3-4. Moi, je suis arrivé en senior, donc j'étais vers 6. Et après, quand tu commences à être DC, ça peut être exponentiel. Donc, moi, ouais, à peu près 8 000 en étant ACD. C'est considéré comme dans la moyenne. Euh, Quand tu es DC, tu passes plutôt vers les 10 000, je pense. 10 000 euros, mais Euh, ce qui est à peu près équivalent à Paris, un peu plus, mais 8-10 000 pour les ECD, DC, ça commence à être les. ouais. Selon Mais ceux qui c'est accèdent aussi beaucoup plus facilement.
C'est ça, c'est que les titres, tu les as un peu plus facilement parce que à la fin, la différence que je vois avec, enfin peut-être ça a changé en France, mais à l'époque, même quand tu étais senior, enfin ouais, mid-level et senior, tu voyais pas des masses le client, tu allais présenter de temps en temps ce genre de truc, mais tu n'avais pas la relation. Ici, moi, depuis que je suis senior, c'est moi qui m'occupe de la relation client, donc tu as plus un rôle déjà de DC. Ok. Et ça fait que justement les titres arrivent plus facilement aussi. Euh, donc tu as des gens super jeunes qui sont DC et qui ont disons, quelqu'un qui est décès ici, s'il allait en France, ouais, serait un senior vraiment très senior, mais ne serait pas forcément décès, quoi. Cool. Donc, ouais, t'as des titres, les titres tombent un peu plus facilement. Mais après, ouais, donc tu as DC, ECD, CCO. Enfin, tu vois, rien que dans notre boîte, on a deux CCO, alors qu'on n'est pas énorme. On a trois CCO. On a trois CCO. C'est quoi la taille de Publicis Singapour en nombre de salariés? On est Alors, il y a Publicis, parce qu'en fait, comme dans beaucoup de pays, tu sais, ils ont tout mis ensemble. Donc, Publicis en soi, on doit être 150-200. Mais en fait, dans les locaux, c'est Publicis Group maintenant. Donc, il y a Saatchi, Léo Burnett, Digitas, il y a tout le monde est ensemble. On est dans les mêmes locaux et il n'y a pas vraiment de séparation. À un moment, enfin, tu pouvais passer d'une agence à l'autre dans la même journée, quoi. Enfin, moi, j'avais trois cartes de visite. J'avais la carte Publicis, Saatchi et Léo Burnett. Donc, ils ont vraiment mélangé tout le monde. Et là, on est à peu près 400. Et c'est une grosse agence ou c'est une petite C'est une grosse agence. Je crois qu'on est les deuxièmes plus gros. Après, dans les trois quarts des pays d'Asie, la plus grosse, c'est Ogilvy. Euh, Ici, c'est pareil. Je crois qu'on est à peu près autant qu'Ogilvy. Il doit être pareil, il doit être entre 4 et 500. Parce qu'ils ont vachement réduit ces derniers temps. Nous, on a énormément grossi, eux ont beaucoup réduit. Et pas d'Avas ou Après, d'Omnicom? si, Avas est là, ils sont pas énormes, ils sont 80, je crois, un truc comme ça. Ils sont très, très médias. Au niveau créa, ils sont pas top. Non, après, il y a TB, DDB qui sont là. Pareil, ils sont dans les 200 à peu près. En fait, ici, tu as vraiment tous les gros groupes. Tu as L'eau aussi qui est là, tu as Grey. Parce que en fait, c'est la base régionale donc, de l'Asie du Sud-Est Oui, pour, comme Londres et Amsterdam quasiment toutes font les... forme de hub européen. Exactement. Exactement. Et de moins en moins, parce qu'avant, il y en avait à Hong Kong, mais avec la situation politique, les gens partent de Hong Kong pour venir à Singapour. La plupart des grosses boîtes font ça aussi. Et quelles sont les agences qui sont les plus créatives ou du moins qui marchent le mieux, mais qui marchent le mieux en termes de création, j'entends quand même. Euh, En fait, ce qui est un peu enfin comment dire, Singapour était super réputé créativement pendant quelques temps dans les années 90-2000, mais parce qu'ils faisaient énormément de scams, ils faisaient beaucoup de proac et de trucs comme ça. Et c'est ça qui les a mis sur la carte en fait. Devant. Euh, je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Neil French, qui est Ouais, un anglais. Ouais, superbe campagne d'accroche sur et- le whisky, je me souviens. exactement. Donc c'est lui qui a vraiment lancé la culture de la pub Oui, c'est à vrai qu'il est allé à Singapour. Singapour, je me souviens. D'avoir lu ça Ouais. sur. Je fais une petite aparté si vous ne connaissez pas. Un blog qui s'appelle Stuff from the Loft, qui a créé DevDie. DevDie, qui est un créatif anglais, et DC même, qui a eu tous les prix que vous voulez. Je crois que sur son site, il y a marqué genre plus d'une centaine de DA inédits. Enfin bref, on s'en fiche. Et tout ça pour dire, il a lancé un site donc, qui est l'équivalent de C'est qui les créa, mais anglais. Et lui, par contre, il a à peu près la même période, on l'a lancé il y a 10 ans tous les deux. Et là où moi j'interviewais les créatifs français et pas les DC, lui il interviewait les retraités créatifs anglais, donc les DC ultra stars du secteur anglophone. Donc, et il allait rechercher tout leur. En fait, un de ses points de vue qui était intéressant, c'était qu'il allait chercher leur travail qui n'existait pas sur Internet. Comme c'était des gens qui Ouais. avaient 60, qui a 70 ans maintenant, quand ils étaient créatifs ou un jeune d'essai il y a 40 ans, Internet, il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas de blog, de site, d'Ad of the World et compagnie. Donc en fait, tout était juste dans la presse et donc tout était perdu ou archivé dans du papier.
Et donc, tu ne pouvais pas le retrouver en ligne. Donc, il fallait trouver les archives personnelles des gens, etc. Et lui, quand il faisait des podcasts, donc il interviewe les gens, il va les voir, il papote avec eux pendant 1 heure ou 2. Et en dessous du podcast, il y avait toute leur production scannée. Il n'y a pas du film non plus, c'était beaucoup de print. Et comme ça, tu revois, par exemple, Mac Elligot, tu revois tout, un rédacteur, tu revois tout son travail. C'est hyper impressionnant. Il avait Neil French entre autres. Et cette campagne pour le whisky qui était vraiment chouette. Et donc, il racontait qu'il était parti, je crois, à Singapour. Je ferme cet aparté sur les bonnes agences de Singapour. Et a priori, il est toujours là. Je sais qu'il traîne toujours à Singapour, il est resté là. Mais oui, c'est un peu le parrain de la pub ici, et c'est un filou. Hein. Il est un peu réputé pour ça. Et donc, il a vraiment lancé la culture du proactif à Singapour. Et quand c'était l'époque absolue du proac et du scam, Singapour gagnait plein de prix, et surtout Ogilvy. Et là, ça fait quelques années que ça passe plus trop dans les festivals. C'était un peu la même période que Verbruggen à Paris avec TBWA. C'était un peu avant. C'était un peu avant ça. Je sais pas quand est-ce qu'il a pris sa retraite, mais il y en a plein qui ont pris la suite. Chez Ogilvy, il y a un mec qui s'appelle Eugene Chong, qui était très doué là-dedans et qui a fait toute sa carrière là-dessus. C'est lui qui avait fait Nietzsche est mort, Dieu. C'est pas Etienne? Neil French? Non, Etienne Chang. Tu sais, il avait fait une accroche. Et il a fait tout un truc sur la religion. Je crois que j'ai lu ça dans la Bible des rédacs. J'ai oublié le nom. Il avait écrit Nietzsche est mort et c'était signé Dieu, qui était l'opposé de Dieu est mort. Enfin, il y a un truc qui était hyper malin, hyper fort. Et je crois que c'est Jen Chang. Bon, passons sur ça. Ouais, donc, donc en tout cas, ça fait quelques années que Ogilvy est un petit peu à la ramasse. Ils galèrent, ils ont quelques très bons créatifs qui font encore du prix. Et notamment, il y a un Français qui s'appelle Nicolas Courant, qui je crois il est au moins ici voire peut-être un des nouveaux CCO chez Ogilvy, parce que Eugene Chong est parti maintenant. Et eux, ils font beaucoup de trucs, donc ils touchent un peu à tout. Ils font beaucoup de Unilever, mais il fait aussi un peu tout, et donc il gagne des prix régulièrement, un peu sur des scams aussi. Et ouais. Après, c'est l'état d'esprit Ogilvy, et donc nous, en fait, on est juste après eux au classement créatif. Et eux ont Unilever et nous on a P&G. Donc on fait P&G, c'est Procter & Gamble. Je fais une petite traduction en live. Et Scam, c'est Proac en France. Ouais. Non, c'est même pas Proac, c'est Must. Bon, c'est pas une traduction du coup. Ouais. Et on a fait pas mal de trucs ces dernières années sur VIX notamment. Où encore on a sur toute la région. Donc en fait, quand on fait des trucs, on peut le faire pour l'Inde, pour les Philippines, pour l'Australie. Là, on vient juste de tourner un truc pour l'Afrique du Sud. Donc, on a accès un peu à tous ces marchés où on fait des trucs un peu différents. On a réussi à faire pas mal de prix sur ce qu'on a fait en Inde, un peu sur les Philippines aussi. Et il faut être pas de Gassou. Je t'écoute, en même temps que je t'écoutais, je cherchais le truc de Jen Chang, parce que je me rappelais d'un truc qui était drôle dans ce bouquin. Donc, c'est bien lui, hein, Nietzsche is Dead. C'était vraiment basique comme ça, signé Dieu. Et en fait, c'était dans le bouquin. Ah putain, je suis désolé de t'avoir coupé. The Copybook. Non, c'est The Copybook le nom. Ça me dit quelque chose. Attends, bouge pas, je vais le chercher. J'insistais là-dessus parce que c'est bien le Copybook, c'est ça. C'est l'un des meilleurs bouquins que tu peux lire si tu t'intéresses à la pub. Alors, c'est surtout pour les rédacs, mais en vrai, c'est surtout pour les gens qui s'intéressent à la pub. Vous le trouvez il est vraiment bien, et vous le trouvez à 15 balles chez Cultura en français. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que, alors c'est un peu daté, c'est le D&D qui le sort, qui l'a sorti, je
pas, 15 ans. Et en fait, ils allaient chercher les légendes de la publicité du côté plutôt des rédacs. Et ils leur demandaient comment, par exemple, avec Dine Widen, et ils leur demandaient comment vous faites pour bosser, c'est quoi votre méthode. Et ils racontaient comment ils avaient une accroche. Et je me souviens, Eugene, c'est la page qui dit inédit, mais en gros, en fait, il montrait son accroche et toutes les versions en fait qui rayaient et après il rechangeait un mot, il changeait un mot. Tu voyais la construction de son accroche, par où il était passé. Et à la fin, tu avais la dernière qui était la punchline. Il en parle beaucoup de ça. Donc acheter le copybook, il est vraiment bien, même si voilà, ça commence à être un peu vieux, parce que je crois 95, c'est à 25 ans qu'il était publié. Mais c'est hyper intéressant parce que la mécanique publicitaire de rédaction, surtout, la DA a beaucoup changé en 20 ans, mais en rédaction, c'est trouver une idée. Globalement, ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. Donc, pardon. Alors, beaucoup d'apartés. C'est intéressant que tu parles de lui. Parce qu'il est, pour le coup, c'est un mec relativement cool et accessible. Et il vient de lancer une nouvelle agence. Donc que de gens un peu à l'ancienne, des vétérans de la pub. Il vient de lancer sa petite structure qui est sur. Il faut remettre l'idée à sa place dans la création. L'idée est plus importante que tout le reste. À Singapour? À Singapour, ouais. Il vient de lancer. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a plusieurs personnes qui. Parce que Singapour, donc c'est essentiellement les gros groupes qui sont là, mais tu as quelques petites structures indépendantes. Et la plupart, c'est sur le même modèle. C'est des gens qui viennent des grosses structures, qui ont fait leur temps et qui sont allés faire leur petite agence. Donc, notamment, tu as le mec qui a été CCO de DDB pendant très longtemps, qui a créé sa propre structure qui s'appelle BlockJ. C'est écrit BLKJ. Et le mec s'appelle Jody Jacob. Et pareil, il est très accessible. Donc, ils font beaucoup de trucs locaux, notamment pour le gouvernement, parce que le gouvernement communique énormément ici. Tu as pas mal d'autres agences. Il y en a une qui s'appelle Good Stuff, qui fait des trucs assez chouettes et qui commence à s'étendre un peu dans la région. Tu as une qui s'appelle TSLA, pareil, qui fait des trucs intéressants. T'en as une qui est très très bien ici, une des meilleures agences. Ils sont plus design, ça s'appelle Kinetic. Mais chaque année, ils font des trucs qui défoncent et qui se retrouvent dans tous les festivals. C'est vraiment une agence, c'est super intéressant à regarder leur boulot parce qu'ils font des trucs assez originaux. Et en plus, qui sont très inspirés par la culture locale, quoi. Donc, c'est marrant d'avoir un truc qui soit assez asiatique et même singapourien, qui arrive à se démarquer de manière mondiale. Parce que la pub singapourienne ne se démarque pas des masses en ce moment. Ok. Et toi, dans ces petites boîtes, enfin, c'est moyenne boîte ou petite boîte, tu n'as pas eu en 6-7 ans que tu es à Singapour l'occasion ou l'envie de changer en restant dans la même ville? Je me suis posé la question. Enfin, en même temps ici, comme c'est petit, tu te fais chasser régulièrement. Surtout dès que tu gagnes un petit quelque chose et que tu te retrouves à être visible, il y a des chasseurs dans tous les sens, quoi. Donc on m'a proposé des trucs. Après, c'est qu'avec mon profil, je bosse essentiellement sur des trucs régionaux. En général, quand on va me chercher, c'est plus pour me remettre sur des trucs régionaux, sur des gros comptes, des gros clients, ce genre de trucs. Parce que les petites agences, justement, font vraiment des comptes super locaux. Tu vois, pour le gouvernement, par exemple, je me suis retrouvé sur une compète pour le CPF, qui est le système de retraite singapourien. C'était relativement chaud pour moi d'aller trouver de l'insight ou de faire quelque chose de vraiment singapourien, quoi. Parce que tu vas parler aux gens qui ont 40, 50, 60 ans. J'ai pas cette culture, tu vois. Enfin, même moi, je peux rester ici très très longtemps. J'aurais jamais vraiment cette culture, même le langage. Enfin, ici, même dans la pub, ils parlent ce qu'ils appellent le Singlish. Donc, c'est l'anglais singapourien. C'est un mélange de chinois, de hokkien, de malais, de plein de dialectes. Si je me mets à essayer de parler ou à écrire comme ça, enfin, tout le monde va se foutre de ma gueule.
Donc, Tiens, donc non, pardon, j'ai pas précisé, t'es DA ou rédac? je suis rédac, absolument. Ouais. Ouais. Non, j'ai commencé en tant que DA et je suis allé en Inde en tant que DA. Je suis revenu en France pour être rédac et depuis, je suis resté rédac. Donc, La ouais, bonne j'ai fait un idée. peu les deux. Ouais. Ce qui est pas C'est évident moins non plus fatigant. de partir à l'étranger quand, ta valeur ajoutée, elle est sur, les mots et sur, les idées versus, l'esthétique qui est un peu plus internationale. Voilà, DA. Euh, c'est, je vais te dire oui et non. Euh, ça va dépendre du contexte en fait. Ici, il y a beaucoup d'étrangers qui bossent justement sur des comptes parce que quand tu dois bosser sur une idée qui doit marcher pour autant la Thaïlande que l'Australie, en général, il faut que ton idée soit assez universelle. Donc en général, on s'en fout un peu d'où tu viens. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'étrangers. Enfin, chez nous, il y a des rédacs, il y a des Polonais, il y a des Colombiens, il y a des Anglais, enfin, il y a des gens un peu partout. Pas mal de Philippines. Mais donc quand tu bosses sur vraiment des briefs régionaux, en général, on va chercher plus l'universalité. Donc c'est bien si tu as un peu de connaissances sur le coin, sur la région et sur les us et coutumes. Et évidemment, c'est même un énorme plus. Ah mais ça n'empêche que tu Après, le fais en anglais, donc tu as quand même tu écris tout et en je le fais en anglais, donc tu as anglais. une finesse Ouais. d'écriture en anglais que tu as acquise au fil du temps ou, c'est pas si contraignant que ça et on n'est pas dans Shakespeare, on est quand même dans la pub et on vend des yaourts? Ouais, et tout ce que je fais doit être traduit. En général, les boulots que je fais se retrouvent à être traduits entre 30 et 60 langues. Donc en fait, encore une fois, il faut que tu fasses des trucs qui soient suffisamment Pas de jeu de mots. faciles à comprendre. Exactement. Si tu fais un jeu de mots, quand je fais un truc juste pour l'Australie, ouais, je peux essayer de mettre un jeu de mots, et encore, il faut que ce soit un jeu de mots qui soit compréhensible pour les Australiens et qui soit pas trop naze. Euh, mais ouais, non, en général, c'est vraiment plus c'est de l'idée pure, quoi. C'est de l'idée, de l'insight de vie et ce genre de trucs. OK. Après, ce qui a beaucoup aidé pour me faire venir ici aussi, c'est d'avoir été en Inde. C'est pour ça, enfin, ceux qui veulent voyager beaucoup, je leur recommande d'aller faire des pays qui sont peut-être moins faciles d'accès au début, mais qui peuvent t'apprendre énormément. Et donc, moi, la chance que j'ai eue, c'est que comme je suis passé par l'Inde, le DC qui m'a embauché, qui est indien lui-même, en gros, s'est dit s'il a réussi à faire l'Inde, il devrait Bon, réussir ici, quoi. on va dire que le hasard fait bien les choses quand même. Que le décès soit indien et que tu Ouais. aies fait 2 ans en Inde, ça a créé un point commun ou Bah, une c'est sympathie ça. Et puis, naturelle, quoi. il y a beaucoup du boulot qu'on fait ici qui est pour l'Inde. Enfin, c'est un marché gigantesque. Donc c'est un plus. Enfin, il y a énormément d'Indiens aussi ici qui bossent dans la pub. Beaucoup de rédacs d'ailleurs. Euh, ouais, tu as une grosse tripotée de rédacs un peu partout dans toutes les agences qui sont indiens. Parce que le boulot s'adresse en particulier aux Indiens. Euh, et parce que aussi, enfin, culturellement, ils ont une manière de réfléchir qui marche bien pour la région. Et aussi, et ça, c'est pas négligeable, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui sont indiens. Dans les grosses boîtes internationales, les grosses structures, donc Procter Gamble, Unilever et tout ça, tu as énormément de clients indiens et qui sont, c'est même pas des gens d'origine indienne qui sont nés sur place. C'est des Indiens qui ont été éduqués en Inde, qui ont fait des écoles indiennes. En général, ils ont tous fait la même école, c'est l'IIT, c'est Institute of, je sais même plus quoi, quelque chose of Technology, Indian Institute of Technology. En gros, ça forme des ingénieurs et ces gens-là se retrouvent dans le marketing après. Super logique. Ouais. Après, Quand on est j'étais on est là-bas, sur j'avais des pas de échelles de senior. proportions tellement pas équivalentes. C'est-à-dire que sur une population d'1 milliard, même si tu prends, des ingénieurs qui avaient un peu rien à foutre et qui voulaient faire de la pub, ça laisse quand même des centaines et des centaines de milliers de gens, qui en comparaison de Singapour et ses 3-4 millions d'habitants sont, forcément, très, très nombreux. Ouais, ouais. Et puis de toute façon, enfin, en Inde, tout le monde est ingénieur. Tout le monde doit passer par le. Je sais que dans la boîte où j'étais, il y avait la moitié des créas qui avaient été soit ingénieurs, soit pharmaciens, soit même avocats de formation et qui après sont partis dans la pub, quoi. Ouais. Mais c'est là où je pense que du coup, c'est très peu de la quantité réelle, sauf qu'en fait, très peu d'énormément, ça fait toujours beaucoup, quoi. Ouais, OK et du coup, c'est ça. donc c'est pour ça que tu avais pas trop bougé en interne. Tu avais quand même ce truc de se dire: «Tant qu'à faire, voyageons un peu, allons voir le Japon». Coronavirus. Ce Ouais. qui me fait poser la Ouais. question, comment ça s'est passé en mars, à Singapour?
En février même. C'est arrivé tôt ici, ouais, c'est arrivé super tôt parce qu'on c'est venu par les Chinois, on était un des premiers pays qui a été touché. Le gouvernement s'est vraiment bien débrouillé. Il y a eu très peu de cas. On a été en lockdown pendant un mois, quelque chose comme ça. Il y a eu pas mal de boîtes qui ont souffert. Je sais que chez TB, ils ont baissé les salaires de 20%. Chez MC Saatchi, ils ont viré pas mal de monde. Ouais, il y a pas mal de boîtes qui ont dû virer des gens. Et beaucoup de baisse de salaire, entre 15 et 20%. Ou on ne demande pas Et ton avis. Publicis, ça a été. Ou on te demande pas ton avis. Euh, ouais, non, ils ne demandent pas ton avis. Il y en a même qui ont été mis au. Je sais pas si on peut appeler ça. C'est pas vraiment chômage partiel, c'est en gros, on leur a dit pendant 6 mois, tu rentres chez toi et tu reviendras dans 6 mois. Quoi. Mais ils peuvent revenir. Euh, mais ils peuvent revenir. En gros, c'était pas viré, c'est juste Je, t'es mis de cro- côté pendant 6 mois. je crois que c'était pareil, en tout cas dans l'interview que j'ai fait de la nana du Texas, Laura, elle, on lui avait proposé à un moment ça, de dire tu vas être en chômage partiel, sauf que là-bas, le chômage partiel, c'était juste, t'étais pas payé. Tu gardais ton poste, mais t'étais pas Ouais, payé. Et elle dit non, non, ouais, bah c'était ça. je veux un salaire et je veux bosser. Puis elle dit, en vrai, t'es pas là, les sujets, les gens les récupèrent, et quand tu reviens après, tu as perdu la course Ah, à la forcément. promo, tu vois, peut-être les bons budgets, tu les as plus. Enfin, c'est pas, et tu te fais virer plus facilement derrière. Donc, vaut mieux pas en vrai Ouais. prendre ça. Mais ok, donc il y a eu tout ça. Ça a duré un mois. Un lockdown sérieux où personne ne sort de chez lui, ou un lockdown à la française? Ouais, non, lockdown très sérieux. Donc il n'y avait pas de restriction de là où tu pouvais aller, mais tous les restos étaient fermés, tous les trucs Tu sociaux pouvais étaient sortir fermés. Le comme seul tu truc qui voulais. restait ouvert. Tu pouvais sortir comme tu voulais, tu pouvais aller faire du sport et ce genre de trucs. Euh, Officiellement, il fallait que tu sortes. Si tu sortais, c'était pour aller au magasin, au supermarché pour acheter des trucs. Mais il n'y avait pas de flic qui venait te demander où tu vas, où, qu'est-ce que tu fais. Donc tu étais quand même relativement libre. Tu n'avais pas le droit d'aller chez les autres. Après, ce qu'ils ont fait assez vite, et je pense que ça a aidé à ce que les gens obéissent, c'est qu'ils ont sorti une appli sur téléphone. Ils ont fortement encouragé les gens à l'installer, qui faisait du contact tracing en Bluetooth, donc en gros qui gardait, la trace de tous les gens que tu croisais pendant la journée. Et ça, ils l'ont déroulé relativement tôt. Et avec ça, ça fait qu'ils ont réussi À à endiguer. déjouer les clusters relativement rapidement. Donc, il y a pas eu énormément de cas. Le problème, ce qu'ils ont eu, c'est que donc, la manière dont marche Singapour, c'est un peu comme les pays du Golfe. C'est que tu as beaucoup de travailleurs étrangers qui travaillent dans la construction et qui dorment dans des dortoirs ensemble. Et donc, la peur qu'ils avaient, c'est que ça se propage là-dedans. Au cas où, Ouais. quand même, s'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, les pays du Golfe, c'est quoi? Oui, c'est Dubaï, C'est les les pays Émirats des Arabes Unis, Émirats unis. le Qatar, ouais, c'est quoi, les petits coins là. Bahreïn. Après, c'est un peu différent parce que ouais, les pays, tous ces pays-là, c'est les gens qui font venir, c'est vraiment de l'esclavagisme. Ils leur prennent le passeport et tu n'as pas le droit de sortir de ton chantier. Ici, c'est différent. Les gens ont le droit de sortir, mais ils sont quand même gardés dans chaque soir, en fait, ils les ramènent tous dans leurs dortoirs qui sont bien éloignés du centre. Ouais, du coup, il y a quand même une immigration Euh, précaire assez forte, et du coup, dans des ouais, conditions hygiéniques qui sont pas super Covid-friendly. qui sont pas bonnes. Euh, donc, il y en a plusieurs qui l'ont chopé, donc forcément, ça s'est vraiment répandu dans les dortoirs. Donc, ça fait ces gens-là se sont retrouvés en lockdown pendant plus longtemps et ultra surveillés avec des tests très très réguliers. Alors que pour le reste, ce qu'ils appellent de la communauté, ça s'est rouvert beaucoup plus tôt. On a pu retourner aller au resto, c'est juste que c'était limité, tu ne pouvais pas être à plus de 5 à table. Il fallait de la distance, ce genre de truc. Ça, c'était quoi? C'était en mars, Là, avril? ça devait être en mai, je pense. Parce que le vrai lockdown, au début, ils ont essayé de ne pas fermer, mais c'est quand ça commence à exploser dans les dortoirs qu'ils ont vraiment fermé. Donc ça, je pense que c'est en avril. C'est le mois d'avril, on l'a passé à l'intérieur. Et après, le mois de mai, ça s'est rouvert.
Est-ce que tu as une lentement. population qui est assez, distante socialement? C'est-à-dire, est-ce que, les gens ont tous des masques naturellement, un peu, culturellement, je veux Ouais. dire, se lavent beaucoup les mains ou du moins se touchent pas trop? Il y a déjà cette, base un peu culturelle, comme tu peux l'avoir au Japon? Euh, ouais, déjà, tu te fais pas la bise. Tu te fais pas la bise quand tu dis Ah bonjour, mais tu restes un peu à distance. c'est pas anodin. Euh, donc non, non, ça joue énormément. Et ici, c'est dans les mœurs, quand tu es malade, tu mets un masque. D'ailleurs, il y avait eu, un peu comme en France, tu sais, au début, ils ont dit les masques, ça sert à rien. Il y a le Premier ministre qui allait se promener dans un endroit où il y avait pas mal de monde, enfin, pour un festival, sans masque, en disant oui, mais les scientifiques disent que les masques sont pas utiles. Ça fait un tel tollé que le lendemain, il disait non, non, c'est pas vrai, je me suis trompé, mettez des masques. OK. Donc ici, ils ont fait un revirement très rapide et surtout, c'est qu'ils sont débrouillés pour apporter des masques. Il y a une petite pénurie de masques au début, mais après, c'est le gouvernement qui les a apportés. Donc là, ça fait depuis septembre, je pense. Ils nous donnent deux masques en tissu réutilisables avec des filtres et tout ça. Deux masques chacun par mois, euh, gratuitement. Tu peux en acheter plus si tu veux, mais donc ouais, enfin, ils fournissent la population, ils gèrent plutôt bien les trucs. Là, ça doit faire 2 mois, tu n'as quasiment aucun nouveau cas. Ouais, tu dois avoir peut-être 5 ou 6 nouveaux cas par mois, un truc comme ça. Mais ce qui les fait quand même, ça les empêche de réouvrir complètement. Il y a pas mal de gens qui viennent de l'étranger qui sont contaminés, mais tout le monde doit rester pendant 2 semaines dans des hôtels avant d'en sortir. Et tout le monde se fait tester. Donc, en général, c'est ces gens-là qu'on trouve. Ça, il y en a pas mal. Enfin, il y en a une vingtaine par jour, en gros, qui se retrouvent être positifs. Donc, il y a quand même des gens dans les hôpitaux. Mais des nouveaux cas dans la communauté, il n'y a quasiment personne. Mais on n'est pas à zéro absolu, quoi, non plus. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils ont Et pu tu encore télétravailles ou réouvrir. tu es retourné à l'agence très vite? Alors ça, non, le truc cool, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait télétravailler de manière plutôt correcte. En tout cas au début, parce qu'après ça a mal tourné. Il y a eu pas mal de problèmes de santé. Parce que en fait, nous chez Publicis, il n'y a pas eu de problème de sous, mais il y a eu des énormes problèmes de surcharge de travail. En gros, on a eu de la chance, c'est que nos clients n'ont pas arrêté on n'a pas eu de coupe de budget. Au contraire, on a plutôt gagné des trucs. Euh, Notamment, Procter et Gamble marchait super bien marché cette année parce que les gens faisaient que leurs courses. Donc ça, ils ont énormément, très très bien marché. Et un des autres clients de l'agence, c'est le ministère de la Santé, et forcément qui a énormément communiqué. Donc Publicis a échappé aux problèmes de sous, mais au contraire, on s'est retrouvé avec des énormes surcharges de travail. Donc tu as la moitié des gens qui se sont retrouvés soit avec des problèmes mentaux, enfin des problèmes de dépression ou de burn-out. Et ça s'est transformé, je sais que dans mon équipe, tu vois, on est 6. Il y en a un qui s'est retrouvé avec, je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est Bell's palsy. En gros, il s'est retrouvé avec la moitié de la tête, la moitié du visage paralysé, Une et hémiplégie. uniquement pour le stress. Ouais, une hémiplégie, mais strictement due au stress. Il y en a un autre qui s'est retrouvé avec des migraines qui ont duré des semaines entières, qui s'est retrouvé à devoir faire des IRM pour voir ce qui se passait. Et pareil, la conclusion, c'était votre style de vie doit changer, arrêtez de travailler. Et moi, je me suis retrouvé je me suis pété le dos. J'ai un disque, je fais une hernie, je crois, ouais, hernie discale. À force de rester assis pendant. On a fait énormément de shoots depuis chez nous. Donc, les shoots à distance où en gros on regarde le moniteur sur notre ordinateur pendant que les gens shootent au Vietnam ou en Australie Ouais, ou en et tu es Thaïlande. allongé dans ton canapé dans une mauvaise position avec les guitares, beaucoup trop près. Exactement. Et comme ça marche pas vraiment de faire ça à distance, enfin, prend beaucoup plus de temps, chaque shoot se met à prendre 20 heures, quoi. Donc quand tu passes 20 heures dans ton canapé ou sur ton lit ou dans une chaise pourrie à faire ça, il y a un moment où il y a le corps qui lâche. Ça a été mon cas, donc il a fallu que je me fasse opérer. Oui, Et c'est tu là où allé jusqu'à l'opération. Ouais, ouais, c'était, en fait, ouais, je vais pas rentrer dans les détails, Tu mais je avais me un suis nerf retrouvé coincé entre avec, deux lombaires.
Exactement, donc je J'ai sentais plus ma jambe. Ah, bah, donc, tu sais à quel point c'est pas agréable. Donc, ouais, donc à partir de là, ça, c'était en août, Publicis s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de donner du boulot aux gens, il fallait peut-être s'assurer que tout le monde allait bien. cours de yoga. Donc ils ont commencé. C'est pas loin. C'était limite des trucs de thérapie de groupe où la CEO nous appelait par petits groupes de 7-8 pour savoir comment on allait. C'est là aussi où ils se sont rendus compte que peut-être ils pouvaient nous envoyer les chaises du boulot parce que tout le monde, enfin, les trois quarts des gens n'avaient pas Oui, c'est faire ça, ça sert, de toute avaient manière. pas de bons trucs. Ouais. Euh, et ouais, non, ils ont commencé à faire gaffe et à essayer de. En gros, si jamais tu venais vers eux en disant je crois que ça va pas, dans ce cas-là, Prenez en charge. ils te déchargeaient un petit peu. Ils ont recommencé un truc qui s'est passé forcément, c'est qu'il n'y avait plus de freelance. Parce qu'il fallait quand même limiter les coûts. Et à partir de là, ils ont recommencé à embaucher des freelances. Ah oui, pour Euh, soulager. Puis bah oui, en fait, c'était ouais, la marche normale, sauf que d'un coup, c'était plus la marche normale, quoi. c'est ça. Donc, ouais, donc à partir de septembre, août-septembre, ça a commencé à aller un petit peu mieux. On a recommencé à aller au boulot à partir de novembre, où on allait quelques jours par-ci par-là. Et là, on est à 50%. Donc, on fait une semaine au boulot, une semaine chez nous. D'accord. Mais je pense que ça va être comme ça pendant quelques temps encore. Ok. Bah, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai comme question? Là, toi, du coup, tu avais décliné le Japon, mais ça ne change pas le fait que tu as envie de bouger quand même. Ouais, après 6 ans, 6, 7, ouais, quasiment 7, on commence à penser à partir. Là, pour la raison dont je te parlais avant, c'est qu'avec un deuxième gamin qui arrive, ça va commencer à nous coûter super cher. Donc, on pense partir. Après, le truc difficile avec Singapour, c'est que tu sais plus où aller. En fait, quand on est arrivé, on pensait rester 2 ans. On s'est dit, on fait 2 ans minimum, et puis après, on essaye d'aller ailleurs. On n'avait pas l'intention vraiment de rentrer en France. On voulait voir nos options. Et le problème, c'est que Singapour est très facile. Euh, tout est simple au niveau administratif, tout se passe rapidement, tout est efficace. La vie est facile, tu as accès à tout le monde parle anglais, donc c'est relativement facile. Donc, tu vois, par exemple, si on décidait de partir au Japon, ça veut dire qu'il faut réapprendre une langue. Ça devient un peu plus complexe. Au niveau administratif, tout est en japonais, donc il faut avoir des gens qui t'aident constamment. Et Donc, revenir en c'est pas France. évident. Revenir en France, on n'y pense pas vraiment, je t'avoue. On se pose la question en ce moment, les deux pays auxquels on pense, ce serait l'Australie et le Canada. Et c'est un peu pour le niveau de vie. Parce qu'un des trucs qui manque vite à Singapour, c'est la nature. C'est une grosse ville, il y a des parcs un peu partout, mais bon, c'est pas facile. Tu vois, tu peux pas décider, allez, je prends ma voiture et je me barre pendant le week-end. C'est Montréal et Euh, Sydney dont tu parles quand tu dis Australie-Canada. Montréal, probablement, parce que ma femme a de la famille là-bas, ça dépend entre Sydney et Melbourne. On est plus attaché à Melbourne. Forcément, en étant ici, on y allait pas mal de fois, et surtout pour des tournages et ce genre de trucs. Donc, on a eu le temps de. De voir la En ville. fait, les trois villes qu'on a fait beaucoup, on a fait Brisbane, Sydney et Melbourne. Melbourne est très européen et c'est vachement agréable, mais le milieu de la pub, il y a des excellentes agences là-bas. Il y a Clément Georges de BDO là-bas qui est super, super fort. Mais comment dire, le truc, c'est le marché de la pub australienne est très hermétique. Ils n'ont pas beaucoup d'étrangers et en général, ils n'ont pas envie d'avoir des étrangers parce qu'ils ne font pas beaucoup de trucs régionaux, justement. Ils font beaucoup de trucs juste pour le marché australien. Donc, ils préfèrent avoir des Australiens qui font des trucs australiens. Et Melbourne est encore plus hermétique que Sydney ou Brisbane. Donc, c'est assez dur d'y aller. On a quelques amis qui habitent là-bas et qui sont allés, qui étaient des anciens de Digitas, qui sont allés chez Digitas à Melbourne, qui ne sont pas restés, juste parce que c'était pas évident, quoi. Au début de Je sais que l'interview, j'ai fait. Pardon, vas-y, fini. Non, je disais je connais d'autres personnes, des créas qui sont allés en Australie, mais ils en sont tous partis. Parce que
la vie n'est pas très facile là-bas. Donc, Ah ouais. Parce que j'allais dire, au début de l'interview, tu disais que le système de la pub à Singapour est un peu particulier. Ça voulait dire quoi? alors, je ne sais plus dans quel contexte j'ai dit ça, Dans le contexte, c'était mais pas hyper positif où tu disais pour les jeunes, quand ils viennent, bah, c'est un peu compliqué. En plus, la pub, c'est un peu particulier à Singapour. ah, ouais, non, c'était plus particulier dans le sens de comment tu es traité, comment tu es payé, où C'est-à-dire. tu es vraiment considéré. Non, c'est que les jeunes, pour tous les jeunes, les salaires sont relativement bas Ah oui, parce d'accord. qu'ils considèrent que tu habites chez tes parents. Oui, oui, c'est ça que tu disais. Euh, Ok. Mais la structure publicitaire, le schéma, client, annonceur, tournage, tout ça, c'est à peu près la même qu'à Paris, à Singapour? C'est à peu près la même. Je vais te dire que là où j'étais surpris, moi, quand je suis arrivé, c'est que j'étais vraiment 100% juste créatif. Donc, mon boulot, c'était de faire des créas, d'écrire des trucs et tout ça. Quand je suis arrivé, je me suis retrouvé à être beaucoup plus. Enfin, on m'a demandé d'être beaucoup plus stratégique et commercial. En gros, enfin, les créas, en vrai, font le boulot d'à peu près tout le monde dans l'agence. Euh, donc ouais, je me suis retrouvé quand j'étais à Paris, je bossais, enfin, je faisais pas de deck par exemple. Je faisais j'étais tout sous Word ou ce genre de trucs, et puis on faisait nos maquettes et puis ça s'arrêtait là. Donc des decks, Ici, c'est on des va documents de directement, présentation, je précise. Du coup, ouais, des PowerPoint ou des des- keynotes ou des trucs comme ça. Des trucs que normalement les commerciaux faisaient à Paris. Je me suis retrouvé responsable de faire ça. Donc en Mais gros, tu les c'est fais parce qu'il quand n'y a pas de commerciaux pour le faire? Parce que ou il n'y a pas de planeur? Ou parce que c'est comme ça que ça se passe? euh, il y a des planeurs, mais les planeurs s'occupent d'une partie limitée. C'est plus le rôle des commerciaux qui est vraiment différent. Euh, je vais te parler juste, ouais, dans le cas de Publicis, les commerciaux ont tendance à être un peu des passe-plats du client ou À, alors Sing- à des Singapour. représentants du client. Ouais. En tout cas, chez Publicis, je ne sais pas exactement comment c'est dans les autres agences, mais on a eu les mêmes échos et tous les gens qui viennent des autres agences, enfin les commerciaux qui viennent des autres agences se comportent de la même manière. Donc, ils n'ont pas vraiment une approche conseil du client où c'est assez limité en gros. Les clients vont plus se reposer sur les DC ou les CCO pour prendre des décisions. Euh, et en général, un commercial ne va jamais présenter de boulot. C'est jamais lui qui va faire. C'est toujours un créa qui va présenter tous les boulots, même les petits trucs, quoi. Ce qui n'est pas plus mal. Euh, c'est pas plus mal, ça fait plus de boulot. Et surtout, c'est qu'il faut, bah, en France où moi je me contentais d'écrire mes films en disant ah, c'est cool, prout, 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 ça me fait rire. Après, maintenant ici, faut aller justifier à ton client de manière rationnelle et raisonnable pourquoi prout, 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 c'est important et c'est intéressant pour, ton, pour, euh, pour ta cible. Ok. Donc il y a une réflexion un peu plus poussée et oui, tu te retrouves assez vite. Je sais que dans les 2 premières années, je me suis retrouvé à faire des présentations avec les clients mondiaux au téléphone, à devoir justifier pourquoi mon 15 secondes, il faut le faire comme ça, quoi. Donc Ok. il y a beaucoup plus de pression sur les créas. Ok. Et à un moment donné, tu disais que tu as une équipe de 6 personnes. C'est que tu bosses avec quoi? C'est des teams en dessous de toi? Moi, je suis en team on est 2 ACD et en dessous, ouais, on a quelques juniors. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent des groupes aide, donc qui sont juste en dessous des ACD, qui sont plus ou moins autonomes. Du coup, toi, tu es en Mais team avec un DA? ouais, avec un DA, un Singapourien qui s'appelle Eugène Poix. Ça fait 5 ans, ouais, 5 ans, ouais, quasiment 6 qu'on est ensemble. Et ouais, non, Est-ce que le fait ça se qu'il passe soit très bien. singapourien, ça facilite les relations dans l'agence pour toi ou ça change pas grand-chose? Non, sachant que du côté où je suis, il y a assez peu de Singapouriens en fait. Ça change pas grand-chose. Ça fait qu'il connaît plein de monde dans le reste, dans le reste des agences. Donc ça fait que oui, on a un réseau assez ouvert. Et c'est plutôt bien du point de vue des clients d'avoir quelqu'un de local et Oui, quelqu'un c'est pour ça d'étranger que je parce te que dans ce demandais. cas, ça fait deux points de vue qui sont pas forcément les mêmes. Mhm. Euh,
Donc oui, il y a ça qui est intéressant. Après, en même temps, en y réfléchissant, je crois que c'est assez rare les teams comme ça avec un Singapourien en étranger. Est-ce Ouais. que la marche pour devenir DC, elle est accessible pour toi? Ou ça reste un peu des postes, réservés et tu peux pas y accéder? Ou si Euh, c'est là-dessus non, que tu enfin, techniquement, le boulot que je fais aujourd'hui, c'est déjà un boulot de décès. C'est plus une histoire de. En gros, c'est s'il me file le titre, il va falloir qu'il me file des sous avec. Et je pense pour l'instant, c'est plus ça qui freine les choses. non, mais du coup, Mais s'il on y en a un qui a, s'en va et il y a une place à prendre, c'est faisable, alors? disons, notre patron nous considère comme des décès, on est présenté comme des décès aux clients. Donc c'est vraiment une histoire de gros sous pour l'instant. D'accord. Là, on change d'équipe, on va avoir une équipe un peu plus grande dans les mois qui vont venir. On change de compte, ouais, un truc ouais, qui est assez important. Ici, on est vraiment lié à des comptes. Il y a pas mal de pays qui sont comme ça aussi, mais la France, c'est pas trop le cas en général. Ici, en gros, c'est tu as 2-3 comptes par équipe et tu restes dessus, quoi. Donc, moi, j'ai VIX, Oral-B et quelques trucs de lessive. Et voilà, c'est mes clients, en gros. Je suis la tête de l'agence pour ces clients-là. Ça m'arrive de toucher à d'autres trucs, mais je ne serai pas responsable de ces autres comptes. Donc si les comptes Euh, sautent, tu sautes avec, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un truc assez important, surtout que les comptes ici sont remis en. Donc pas ceux sur lesquels je suis, parce que c'est des alignements mondiaux. Procter Gamble, en général, ça ne remet pas trop en compète. Mais sur la plupart des trucs locaux, c'est remis en compète tous les 2 ans. Donc ouais, tu peux assez vite sauter. C'est pour ça qu'il y a énormément de mobilité dans les agences. Les Singapouriens qui, eux, en plus, pour ces histoires de quotas, eux, les agences ont besoin d'eux. Donc si tu es à peu près bon en étant singapourien, tu peux changer d'agence tous les 6 mois en augmentant ton salaire. Pour les étrangers, c'est un peu plus difficile parce que les démarches envers le gouvernement pour justifier que tu as besoin d'un étranger sont un peu plus complexes. Mais c'est faisable aussi. Enfin, il y a beaucoup de turnover dans la plupart des agences. À part moi et Eugène, lui, ça fait 10 ans qu'il est chez Publicis. Enfin, c'était son premier boulot, il n'a pas bougé. Donc ouais, on est assez rare dans la pub de Singapour. Même si c'est vrai que pour les étrangers, en général, quand tu trouves une place dans laquelle tu es bien, tu bouges pas. C'est pour ça que les mecs qui sont chez Ogilvy, ils sont depuis un paquet d'années et ils n'ont pas l'intention d'y bouger parce qu'ils sont en charge de tous les Oui, proacts puis quand ça se passe bien, tu as un peu ça avec BETC en France, c'est une agence qui est très grosse, il y a beaucoup de monde, tu peux te balader un peu en interne si ça va pas d'un côté ou de l'autre, si c'est Ouais. possible. Et elle marche bien depuis très bien depuis 10-15 ans que je la connais. Et du coup, il y a des gens qui sont dans l'agence depuis très longtemps. En tant que créa, où c'est plus rare, bon, il y a des postes qui sont plus longs, mais Mm. j'ai rarement connu des créas qui partent à la retraite en tant que Ouais. créa. Et c'est le cas, là, j'en ai entendu deux, des très très bons créas, hein, des tops. Et Mm. l'année dernière, il y en a deux qui sont partis à la retraite à BETC parce que ouais, ça faisait des dizaines d'années qu'ils étaient là-bas. Encore. Question juste passeport. Tu es libre de bouger comme tu veux à Singapour ou tu dois avoir l'entreprise qui te back up et si tu es au chômage, tu dois dégager? C'est à peu près ça, ouais. Si tu viens en touriste à un mois, tu as 30 jours. Euh, et ils font super gaffe, donc tu peux pas, si tu sors, tu rentres et tout ça, en général, ils te dégagent, ils s'en rendent compte. Donc oui, mon pass est lié à l'agence. Donc si l'agence me dégage, j'ai un mois pour m'en aller en gros. Ouais. Pour trouver Euh, une autre agence ouais, c'est ça. ou Pour trouver dégager. une autre agence, c'est le cas d'un copain il n'y a pas très longtemps où il a eu, en fait, c'est Ogilvy, enfin WPP se réorganise, donc il y a sa boîte qui a été absorbée par une autre boîte. Donc, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le garder. En gros, ils l'ont annoncé ouais, à peu près vers Noël. Il avait un mois pour s'en aller. Mais entre-temps, ils ont réussi à lui trouver un autre poste dans une autre agence WPP. Donc, finalement, et c'est ça qui se passe la plupart du temps. En général, c'est rare que les boîtes essayent de te dégager pour de bon. Ça Ils te arrive, replacent, enfin, quoi. c'est pas que ça arrive jamais, mais en général, ils te replacent.
Si tu es étranger, ils essayent de te replacer quelque part, soit dans ton pays, soit dans un autre pays qui t'arrange. Il y a pas mal d'Indiens, quand je suis arrivé, il y a pas mal d'Indiens qui étaient dans l'agence qui se sont fait dégager et qui ont été, on leur a donné des bons boulots en Inde. Ouais, il y en a une aussi qui est partie d'ici, qui s'est retrouvée, une Française, qu'ils ont trouvé un poste à Paris. Donc en général, Dans le réseau publicitaire. s'ils veulent faire des dégueulasses, ouais, s'ils veulent faire des dégueulasses, ils peuvent, mais en général, ils ne le font pas. Tu dis, il y a une Française, il y a un gros réseau de Français créatifs à Singapour? Publicitaires en tout cas, pas forcément créatifs. Il y en a pas mal. Je t'avoue que j'ai été assez étonné. Je pense qu'il y en a. Chaque agence a au moins un Français. Il y en a pas mal au Ogilvy, justement, à cause de Nicolas Courant. Il y avait un autre mec qui s'appelle Axel Grimal, qui était dans l'équipe de Nicolas Courant, qui est venu chez nous après. Et notamment chez nous, il y a une grosse équipe de Français qui bossent sur de la beauté et du luxe. Le Publicis oui, il y a une Luxe. équipe. Ouais, ça existait pendant un moment. Il y a eu un Publicis 133 Singapour, mais qui a dû durer 1 an. Et maintenant, ils sont sous Léo Burnett. Et ça fait quoi? Ça fait une trentaine de créas français? De publicitaires français? Ou une centaine? Une dizaine? À Singapour, ouais, entre 30 et 50, je pense. Ouais, ça fait une petite communauté. Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Pour la taille de la ville. Je te dis, chez nous, on doit être, ouais, commerciaux inclus, on doit être 7-8, un truc comme ça. C'est vrai. Ouais. Okay. Autre question. Est-ce que créativement, tu es heureux? C'est une bonne question. C'est assez particulier. On va dire sur les 4 dernières parce- années, pas forcément ce mois-ci. Ouais, je vais te dire que j'ai été chanceux. J'ai été super chanceux parce que Publicis, c'est pas un réseau ultra créatif en général. Et les clients sur lesquels on bosse, Procter & Gamble, c'est pas les gens les plus créatifs du monde non plus. Donc le boulot que je fais tous les jours, le boulot que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est des trucs que enfin, je suis pas venu pour le boulot. Hein. Je suis venu vraiment parce que je voulais être à Singapour et que je voulais pouvoir voyager Ouais, c'est pour ça que je demande. et être un peu loin. Et après, j'ai eu un coup de bol, c'est que en gros, quand tu fais bien le boulot qui craint, tu peux tomber sur certains clients qui disent écoutez, ce que vous le faites bien, donc qu'est-ce que vous feriez si vous deviez faire les choses différemment? Et on est tombé sur un client comme ça pour VIX, en gros, qui nous a donné un jour le brief magique que tout le monde attend, et il nous dit je m'en fous de ce que vous faites, faites-moi un truc qui me fait chialer. Donc c'était à l'époque, c'était en 2016 qu'on a eu le brief. Donc en gros, on a eu cette demande. Elle a dit je vous dérange, enfin, je vous laisse faire. Démerdez-vous, faites-moi un truc qui me rend célèbre, au moins chez P&G. Et À qui me moitié fasse chialer. intéressé quand même. C'était super intéressé. Le directeur Ouais, marketing avait envie d'évoluer. c'est ça. Ouais, mais le résultat, il est devenu CEO d'une partie de P&G sur Thaïlande, Laos. Enfin, il a grave. Donc ouais, C'est resté un bon copain. Ouais, il nous aime bien. Ouais. Donc ouais, il nous a filé le brief. Donc nous, on n'a pas voulu laisser tomber l'affaire. Ouais. On a fait un truc, on a fait un film pour VIX. Il y a eu plein de merde pour le faire parce que c'est arrivé. Au début déjà, c'était un sujet qui n'avait pas vraiment été traité à l'époque. Pour l'Inde, qui est un pays plutôt conservateur. Et en plus, c'est arrivé au moment où il y a eu la démonétisation en Inde. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Où, en gros, ils ont décidé qu'un certain nombre de billets en Inde n'étaient plus valables du jour au lendemain. Ce qui fait que les gens se sont retrouvés à perdre des fortunes du jour au lendemain. Et il y a eu des queues gigantesques aux distributeurs de monnaie. Il y a des gens qui sont morts pour aller tirer de l'argent. Et forcément, l'économie s'est effondrée parce qu'il y avait toute une partie C'était il y a longtemps, ça? de la base. C'était en fin 2016. Ok. Non, c'était une catastrophe. Et donc, forcément, le marché s'est effondré. Il n'y avait plus personne qui achetait quoi que ce soit.
Je suis sur ton Donc site les en même films, temps, j'attends de savoir lequel VIX c'est. Je suis en stand-by. c'est le premier. Vas-y, continue. Ouais, donc ça a galéré. On voulait sortir fin 2016. On a dû attendre mars 2017 pour le sortir. Et donc, quand c'est sorti, ça a super, super bien C'est marché. ça? Non, c'est celui d'avant. Le tout premier, tout premier. C'est quoi le Euh, titre? c'est Touch of Care, Generation Touch of of Care, Care. ok. Parce que Ouais. sur le. Ok. Et ça a super bien marché Ça a super bien marché en Inde. dans le, Euh, dans la population ou dans la création? Enfin, Dans la création, on s'est retrouvé. En fait, ça fait beaucoup de vagues parce que c'est un truc que les Indiens s'attendaient pas à voir venir de. C'est ça, ouais. Les Indiens s'attendaient pas à le voir venir de Singapour. En gros, ça les a choqués de voir que ça vienne de Singapour parce que D'accord. c'est très au niveau culturel et au niveau de Très la manière juste. dont on l'approchait. On ne voulait pas tomber à côté. Donc, ça m'a aidé forcément d'avoir été en Inde, donc d'avoir Ouais. un peu une Comme approche de la quoi, culture. Mon décès était indien. comme quoi ça se, Et ouais. ça Et fait un touch, hein. on a réussi à trouver un réal. On voulait un réal qui ait une approche pas Bollywood, mais une approche plutôt film indépendant, ce qui n'existe pas des masses en Inde. Mais on a trouvé un et qui nous a fait un film qui a très 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 bien marché, qui était parfait pour l'Inde. On a eu pas mal de disputes parce qu'il a fait pas mal de trucs. Enfin, dedans, il y a des espèces de symbolisme lourd qui m'ont saoulé quand on les a fait. Enfin, on s'est pas mal disputé avec lui, mais qui en même temps, pour le public sur place, euh, c'était exactement ce qu'il fallait. Tu Et peux ça a été résumer une rapidement décision. l'idée ou pas? Juste qu'on comprenne de quoi ça parle. Ou Ouais, pas de problème. rapidement, hein. Mais En c'est gros, le principe. ce qu'on a essayé de faire, il y a eu pas mal de planning qui a été fait dessus. C'était essayer de faire un truc donc pour VIX, qui est super établi en Inde, qui est très lié. Enfin, un peu comme partout dans le monde, les pubs VIX en général, c'est un gamin qui est malade et la mère qui vient lui mettre du VIX dessus en disant mon pauvre chou, tu vois, ça va aller. Et puis le lendemain, tout Sur le le monde est heureux. thorax pour améliorer la respiration. C'est ça, exactement. En Inde, ça fait 60 ans qu'ils font les mêmes pubs, mais les gens sont très, très, très attachés à la marque. Et en gros, les gens voient ça comme, ils associent ça à leur mère, quoi. Donc, quand tu penses à VIX, tu penses à ta mère qui fait mon pauvre chou, tiens, je vais te mettre ça tu vas voir, ça va aller mieux. Donc, en gros, on s'est dit qu'on pouvait, on était dans une bonne position pour avoir une réflexion sur la place de la mère et qui était la mère, et qu'est-ce qui faisait une relation de parenté, un lien de parenté. Et donc, en gros, ce qu'on en a ressorti, c'était une bonne inversion de base qui était c'est pas parce que tu es de la même famille que tu t'occupes les uns des autres, c'est parce que tu t'occupes les uns des autres que tu deviens une famille. D'accord. Donc, en gros, c'est l'acte de s'occuper de quelqu'un, de vouloir D'où le touch of care. porter attention à quelqu'un, voilà, qui te crée des liens familiaux. Donc, à partir de là, on s'est dit, OK, une manière de le faire, c'est de montrer des gens qui sont qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont retrouvés à former des familles, ou avoir un lien qui soit un lien familial, quoi. Et surtout, ce qu'on voulait montrer, c'était que la beauté de la chose pouvait venir de gens à qui on avait refusé justement cette attention quand ils étaient jeunes. Euh, donc, on a commencé à chercher des idées sur qui pouvait représenter ça de manière juste par rapport à la culture indienne. Et donc, j'ai commencé à chercher pas mal de trucs et je me suis rappelé, enfin, pendant que j'étais là-bas, il y a beaucoup ce qu'ils appellent les eunuques ou les hijras, qui sont les transsexuels, qui forment une communauté un peu à part, qui sont ils sont pas du tout acceptés. En gros, ils sont limités à la prostitution ou à demander des sous dans la rue. Et en même temps, les gens en ont peur parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent envoyer des sorts. Donc, ils jouent beaucoup là-dessus. Quand ils vont demander de l'argent, en gros, c'est donne-moi des sous, je vais te jeter un sort. Halloween. Euh, c'est un peu ça.
Donc il y a ces gens-là, en gros, qui en général sont chassés de chez eux, qui ne sont pas du tout acceptés. On s'est dit, OK, est-ce qu'on peut trouver une histoire avec quelqu'un, donc un transsexuel, qui aurait formé un lien familial avec quelqu'un d'autre. Et on a commencé à chercher des histoires. Et on a trouvé une histoire même pas mal d'histoires en fait, de transsexuels qui ont adopté des enfants orphelins. Parce que ce qui se passe souvent, et c'était le cas dans l'histoire qu'on a trouvé au final, donc ils sont beaucoup dans la prostitution, le travail du sexe, ce genre de trucs. Et donc il y a énormément de sida. Et donc il y a beaucoup de gamins de prostituées qui se retrouvent orphelins très très vite. Et les transsexuels ont tendance à adopter ces gamins-là, à les élever comme leurs enfants. Donc, on a trouvé plusieurs histoires qui étaient certaines assez jolies et d'autres qui étaient extrêmement tristes. Surtout que la plupart des articles étaient vieux, donc on a embauché une journaliste pour essayer de trouver les gens qui étaient dans ces articles, essayer de les retrouver. Et l'histoire de la personne qu'on voulait raconter au début, qui, quand on l'avait trouvée, était assez jolie, mais elle datait de 2006, donc il s'était passé 10 ans. Quand on l'a retrouvée, on s'est rendu compte que la mère était en train de mourir, et surtout, c'est qu'elle avait plus ou moins vendu en mariage la gamine à quelqu'un de sa famille, qu'elle avait converti de force, et que maintenant la gamine avait 16 ans et qu'elle passait son temps à sortir des bébés. Donc c'était pas terrible. Mais on a trouvé une autre, et c'était un coup de bol parce qu'en plus c'est la journaliste qu'on avait embauchée pour trouver les gens, la connaissait personnellement. Donc en fait, elle a pu aller la retrouver et on a discuté avec elle. On a demandé si elle voulait bien parler au réalisateur pour voir si ça l'intéressait de participer au film et qu'on raconte son histoire forcément. Et le gars l'a convaincue et elle a accepté de raconter son histoire. Et en plus, on a eu du bol parce qu'en fait, elle avait pris des cours de comédie quand elle était plus jeune. Donc elle était absolument parfaite. Et on a raconté son histoire, en fait, l'histoire du point de vue de la petite fille qu'elle a adoptée. Et voilà, en gros, la manière dont on voulait le présenter, c'était, on voulait juste présenter une histoire de gens normaux, de relations. Donc, on présentait ça comme une histoire d'adoption, sans vraiment mettre l'emphase sur qui était la mère. Même au début, on ne montre pas la mère. C'est un peu comme dans Tom et Jerry, si tu ne vois pas la tête, tu vois que le corps. Et en gros, on voulait juste raconter une histoire d'une petite fille qui était toute contente d'avoir trouvé une nouvelle maman avec qui elle passait du bon temps et qui l'a traitée comme quelqu'un d'humain. Et à la fin, on révèle que la mère, c'est un transsexuel. On a essayé de faire ça de manière assez subtile sans que ce soit et ma maman, c'était une transsexuelle. Donc on le dit même pas en fait dans le film. C'est pas dit. On mise juste sur le fait que le public indien la reconnaît, est capable de reconnaître les transsexuels. Ce qui n'a pas été le cas des publics internationaux, on s'est rendu compte après. Mais en gros voilà, c'était juste, on voulait faire un truc comment dire, un truc de très c'est un truc très libéral, mais en prenant le point de vue conservateur. C'est-à-dire qu'on raconte une jolie histoire familiale, donc pour que les gens qui sont conservateurs, ce qui est la majorité de l'Inde, se disent ah c'est bien une petite famille, ils ont l'air d'être bien ensemble. Adopter quelqu'un. C'est des gens absolument normaux et tout ça. Et à la fin, on me dit bah ouais c'est sa mère qui s'occupe d'elle, c'est quelqu'un que vous traitez comme de la merde. Et donc ce film est sorti. Il y a eu très peu de médias derrière parce que les clients flippaient à l'origine. Sauf que c'est devenu viral assez rapidement. Je crois qu'on a eu 3 millions de vues en 2-3 jours à peine. Et après, c'est devenu assez énorme et on a essayé de traquer le truc. Parce qu'après, les Indiens ont commencé à ripper la vidéo, à se l'envoyer sur WhatsApp. Faire un truc comme Mais ça. tu ne Donc, peux pas savoir combien de personnes l'ont vu parce que tu es sur une économie, un système où aussi ils n'ont pas tous le même compte YouTube à regarder. Et du coup, après, c'est plus si c'est baladé, c'est devenu un film populaire. Donc, on sait qu'on a eu au minimum 80 millions de vues, ce qui est correct pour l'Inde.
Mais surtout, c'est que la mer est devenue une icône quasiment en un mois. Elle était invitée sur tous les plateaux de télé. Ça a permis Elle s'est d'ouvrir une discussion et retrouvée de changer un peu la mentalité. absolument. Elle s'est retrouvée invitée à Qui veut gagner des millions. Si tu as vu Slumdog Slumdog Millionnaire, tu sais que Millionnaire. c'est quelque chose d'important. Mhm. Donc ça aussi, c'est 40 millions 40 millions d'audience Spectateurs d'un à coup. chaque fois. Et ils ont passé le film en entier dans Qui veut gagner des millions. Il est long? Ils en ont parlé. Il Il est fait long le 3 film? minutes et demie, un 3 truc comme minutes. ça. Ouais, Ouais, c'est un très très court métrage. ouais. Ok. Donc ouais, donc elle s'est retrouvée à en parler partout. Elle a été invitée à New York. Ils ont passé le film, un truc à Women, je sais plus quoi, je sais plus. Mais enfin, en gros, quelques semaines après, à peine, il y a eu des trucs sur euh, Women in the World, je crois. Ouais, c'est Women in the World qui est organisé par le Times à New York. Ils ont passé le film devant toute l'audience, donc on sait que Hillary Clinton, Justin Trudeau et Scarlett Johansson l'ont vu, ce dont on est certain. Ça a été repris par les Nations Unies, ça a été repris énormément, énormément, énormément. Un truc qui est rigolo aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a une quantité pas possible de vidéos de réaction, juste de gens qui regardent ça et qui se sont rendus compte qu'il y avait toute une économie d'étrangers, donc enfin, d'Américains ou d'Européens, qui regardent des films indiens pour que les Indiens viennent regarder et commenter dessus, juste pour faire du clic et des vues. Et parce que les Indiens vont tous commenter dessus, c'est assez dingue. C'est ouf. Donc ouais, il y a plein de gens qui font ça, donc on s'est retrouvé à avoir énormément de trucs comme ça, de gens qui se filment en train de regarder le film, juste pour se mettre à pleurer à la fin. Donc, gros succès de ce film-là. Et ça Donc t'a gros, du coup gros donné succès. aussi des prix derrière? Donc c'est là où on était Déçu. un peu déçus. Le film a très très bien marché au niveau commercial. Ça a eu un vrai résultat commercial aussi sur les ventes, quoi. Le problème, c'est que on devait le sortir en novembre, c'est sorti en mars. Donc je pense, enfin, on a vu la réaction des gens quand c'est sorti. Se sont dit, ah, c'est encore un truc pour Cannes, un truc larmoyant sur les pauvres en Inde. C'est juste du truc pour Cannes et il n'y a aucune action qui va se faire derrière et ça sert à rien et tout ça. Et puis c'était nouveau pour VIX, tu vois. VIX n'avait jamais communiqué de cette manière. Donc je pense il y a eu ce côté-là qui n'a pas aidé et il y a l'autre côté, c'est ce que je te disais, c'est que je pense que la plupart ce qu'on voit dans les réactions justement sur YouTube quand c'est des Américains qui regardent, les Européens ou les Occidentaux se rendent pas compte que la mère est transsexuelle. Pour eux, c'est juste Ils une loupent, personne. ouais, c'est ça, ils loupent un peu le truc. Ils se disent, ouais, c'est mignon, ok. Mm. Donc voilà, donc on a gagné pas mal de trucs, mais on a gagné moins que ce qu'on espérait. On n'a eu qu'un seul lion à Cannes pour celui-là. Après, on a gagné énormément au niveau régional. On a gagné beaucoup, beaucoup en Inde. Donc ouais, non, on n'a pas à se plaindre sur les trucs, mais c'est que en fait, on va dire les premiers mois où on n'avait pas vraiment on n'avait pas de quoi prouver que le film avait vraiment eu un impact. Euh, C'était un peu plus difficile de convaincre les gens que le film c'était autre chose que juste un truc Qui a eu un pour le effet festival. de foule. Et ça, du coup, tu Ouais. disais tout à l'heure, quand on a commencé l'interview il y a 3 jours, que que, quand tu es un CRA et que tu conserves des prix, ça ouvre facilement les portes, à Singapour. Est-ce que du coup, ça t'a Ouais. permis d'avoir, aussi une place plus prépondérante dans les créatifs de Singapour? Écoute, techniquement, je suis le 7e créatif le plus primé de 2019 et 2020 de Singapour. Donc ouais, donc j'ai gagné vachement en visibilité. On nous contacte beaucoup plus facilement. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu un truc donc Campaign Brief Asia, qui est le CB News, en gros, stratégie du coin. On nous a demandé de contribuer des trucs. Oui, j'ai vu, tu Euh, avais écrit un article, ils vous ont ouais, demandé enfin, votre c'était avis, juste. alors vous l'avez donné. J'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, on prend plus de place, sachant qu'on n'est pas.
on n'est pas très friand des trucs, des remises de prix locales et ce faire genre sa de trucs, propre parce pub. que c'est ça. Donc ouais, ça nous a mis un peu sur la carte alors qu'on ne le cherchait pas trop. Mais en fait, ce film en gros a bien marché, mais c'est le deuxième qui lui par contre a fait plein de trucs. On a gagné 4 Lions après l'année d'après. Le deuxième, c'est celui avec sur ton site. C'est le deuxième. Ouais. Non, mais C'est je précise, One in a Million. c'est un cargo collectif à ton nom de famille, si les gens veulent regarder. Ouais. Démerdez-vous, Internet, c'est pratique. C'est celui que je montrais tout à l'heure avec en écran la fille qui est brûlée en capture d'écran. Elle n'est pas brûlée, elle a une maladie de l'ischiosis. C'est une maladie de peau. Elle est née avec. Et pareil, l'histoire, c'était encore vraiment montrer la même chose. C'est des gens, enfin elle en tout cas, des gens à qui on a refusé de porter attention, mais quelqu'un d'autre a décidé de le faire. C'est ce film-là, si vous cherchez, sur l'Internet. C'est ça. Enfin, sur son site. Et ouais, non, c'est son histoire aussi, elle est assez dingue. Et enfin, pareil, on avait commencé sur une autre histoire avec quelqu'un d'autre qui nous a planté genre 2 semaines avant qu'on commence de tourner. Donc, il a fallu qu'on trouve une autre histoire très rapidement. Et on a eu de la chance que en fait, on a contacté une personne qui s'occupait justement des adoptions en Inde, d'une agence d'adoption. Qui a essayé de nous parler de plein de monde, jusqu'au moment où il nous a parlé de sa propre fille. Et on s'est rendu compte que son histoire était quand même super intéressante. Donc, on a demandé si elle voulait bien raconter son histoire. Et ça, tu dis ce film-là, il y a encore plus de prix dans le monde. Ouais, alors, le premier, on avait voulu vraiment faire quelque chose qui soit indien, qui soit très indien. Le deuxième, on s'est demandé la question, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose qui soit un peu plus approchable par le reste du monde. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est le choix du directeur, du réalisateur qui a joué aussi. En gros, quand on a parlé avec le mec, la première référence dont il nous a parlé, il nous a dit ouais, je vois un truc comme Tree of Life, avec la caméra qui bouge dans tous les sens, le grand angle, ce genre de truc. Il est même allé faire des essais, et donc on a vu ce qu'il voulait faire. On s'est dit putain, c'est vraiment cool. Enfin, visuellement, il veut faire quelque chose qui dénote un petit peu par rapport à la production indienne, qui nous intéressait beaucoup plus créativement. Donc en gros, on l'a laissé faire. Et c'était un enfer sur le tournage. Mais le mec était absolument pas préparé. En plus, on a dû tourner à Bangalore, où c'est pas comme à Bombay. À Mumbai, tu as une vraie industrie du cinéma, alors qu'à Bangalore, pas du tout. Mais on pouvait pas shooter ailleurs parce que la fille, en fait, à cause de sa maladie de peau, peut pas aller ailleurs qu'à Bangalore. Bangalore, c'est en hauteur par rapport à Bombay, donc le climat est bien meilleur. Si jamais elle va à Bombay à cause de l'humidité, elle tiendra pas. Donc on a dû faire un Bangalore, sauf que les équipes sur place étaient pas terribles. Donc c'était un peu un enfer. Ouais. Et est-ce que du coup, tu deviens le créatif des films larmoyants Ça a été un peu le problème. Ouais, c'était un des trucs qui nous a saoulé un petit peu, parce que forcément, surtout avec Procter & Gamble comme client, où chaque marque, ils sont très compétitifs les uns avec les autres. Donc, quand tu fais un truc qui se remarque, quand on a un qui se retrouve promu de manière dingue, tu as tous les autres qui viennent te voir et qui te disent ah ouais, vous pouvez me faire la même chose. Sauf que, et on s'en est vite rendu compte, c'est qu'après, ils ont tous leur opinion sur ce que tu as fait. Et ils viennent t'apprendre ton métier aussi. Donc, on a été dans pas mal de réunions assez folles où donc, ils nous ont demandé faites la même chose. On dit OK, on va vous faire un truc un petit peu différent, pas la même chose, mais un truc qui va marcher de la même manière. Et après, ils viennent t'expliquer que l'autre film, c'était pas fait pareil, donc lui, il sait mieux que nous comment il faut faire. C'est autrement des réunions assez folles où tu avais le client qui nous disait, vous savez quoi, pour Touch of Care, vous savez comment ils l'ont fait? Ils sont d'abord approchés de cette manière, ensuite ils ont fait ça.
Et on dit, bah non, c'est pas comme ça qu'on a fait. Ah, c'est vous qui l'avez fait. Ah, je suis désolé, mais oui, il faudrait peut-être plus le faire comme ça. Donc, c'était des trucs assez surréalistes comme ça. Donc, ils avaient tous leur opinion dessus. Et donc, c'était moins facile. Parce qu'au début, le premier mec, c'était une vraie prise de risque. Je pense que sa direction, enfin, sa hiérarchie ne le soutenait pas spécialement. Sauf qu'après, c'était devenu le truc à faire. Il y a beaucoup de Donc, gens ils qui ont étaient tous ravis, demandé la quoi. même chose. Exactement. Donc, c'était un peu plus chaud. Donc, le résultat de ça, c'est par exemple le troisième sur ma page qu'on a fait pour la Chine pour Safeguard, c'est du savon pour les mains, où on avait eu le même brief. Ils nous ont dit faites un truc qui soit Qui fort émeut. émotionnellement. Exactement. Donc là, c'était encore autre chose, parce que là, c'était pour la Chine. Donc, au moins, en Inde, il y a une vraie liberté de parole, en tout cas à l'époque, un peu moins aujourd'hui. En Chine, tu n'en as pas. Donc, tu vois, quand on avait choisi notre sujet à l'origine, on a commencé à présenter. Il y a une réunion où ils ont fait venir des responsables en relations publiques. Donc, enfin, le sujet qu'on avait, c'était en gros, c'était par rapport à la fin de la politique de l'enfant unique. Ça s'est arrêté en 2016. À partir de 2016, les familles ont eu le droit d'avoir plus d'un enfant. Et donc, en gros, c'était pour jouer sur le coup il y avait pas mal de familles qui avaient que des filles, enfin, qui avaient juste une fille. Et souvent, qui s'étaient retrouvés avec les grands-parents qui disent t'es la honte de la famille, t'as eu que des filles, enfin, t'as eu qu'une fille. Et là, la politique du deuxième enfant, ça amenait deux choses. Ça amenait justement le fait d'avoir un deuxième enfant, et que la plupart des parents d'aujourd'hui en Chine qui étaient enfants uniques ne savaient pas forcément comment gérer ça émotionnellement du point de vue de leur gamin. Et on l'avait fait du point de vue d'une petite fille, en gros, qui se retrouvait dans une famille où la famille allait avoir un garçon. Et tout le monde était extrêmement excité sur le fait d'avoir un petit garçon, et elle se sentait un peu rejetée par le reste de la famille, parce que les grands-parents, tout d'un coup, c'était ah, tu vas enfin nous faire honneur, ce genre de trucs. Donc il y a des trucs qu'on sait existent pertinemment, pour avoir pas mal de gens là-bas. Enfin, il y a des Chinois aussi ici, donc on a beaucoup parlé. Sauf que on arrive en réunion avec les clients, avec le responsable RP, qui nous disent non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça en Chine. Et comment ça n'existe pas? Il fait non, non, mais les hommes, enfin les garçons, les filles, tout le monde les aime pareil, hein, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Et on fait bah non, 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 on sait que c'est pas vrai. Enfin, tu as encore des infanticides de filles, il y en a encore énormément, quoi. Mais ils nous ont soutenu que non, c'était pas le cas, c'était pas possible, donc il fallait pas faire ce film. Donc on s'est retrouvé à faire quelque chose d'un peu plus cucu, un peu plus gentillet, qui était strictement sur l'arrivée du deuxième enfant, et sur ce que ça pouvait créer émotionnellement sur le premier. Et ouais, donc le film qu'on a fait est pas naze. Enfin, ça a bien marché. Je sais plus, je crois qu'on a fait, si je me trompe pas, 140 millions de vues en Chine, ce qui est très honnête là-bas. Et mais bon, c'était pas ce qu'on voulait faire, quoi. C'était pas ce qu'on voulait faire à l'origine. Après, je t'avoue qu'on s'est rendu compte aussi en voyant les réactions, parce qu'on était tout le temps sur Weibo pour essayer de regarder. J'étais avec mon traducteur, mon Google Traduction, pour traduire les pages Weibo qui commentaient là-dessus. Et effectivement, tu vois que les gens qui commentent veulent voir comment dire, un modèle de perfection. C'est-à-dire que si tu montres des gens qui sont un peu tiraillés avec leurs émotions, ça leur plaît pas. Tu vois, il faut que ce soit que des gens parfaits, qui font les choses parfaitement, qui sont irréprochables, ou alors qui apprennent très vite de leurs leçons, quoi. Donc il y a eu quelques critiques, mais rien de bien méchant, quoi. Mais effectivement, c'était un peu différent de ce que tu vois en Chine d'habitude. Donc c'est pour ça que ça a bien marché. Mais ouais, c'était pas ce qu'on voulait. Et je pense que la pire expérience qu'on a eue sur les mêmes trucs, c'est qu'on a fait encore un truc pour VIX pour l'Australie. Tu peux m'arrêter hein, si je suis trop. Non, non, c'est intéressant. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller Euh, interviewer l'Australie, la Chine et l'Inde, tu vois, je fais tout d'un coup. Pour l'Australie, ce qu'on a fait, donc on avait trouvé une histoire qui était ultra intéressante, avec un mec qui était vraiment super sympa, avec une histoire complètement dingue.
Et on l'avait contacté, on avait parlé plusieurs fois avec lui, le script était fini, le script était approuvé par le client. Sauf que bah là, c'est pas l'Australie le problème, c'était vraiment les clients encore qui se sont mis dans l'idée qu'ils savaient tout mieux que nous. Donc déjà, le mec s'est associé avec une association sur place, une charity, et qui leur a dit on fait le film et dans le film on parle de vous et en échange vous vous débrouillez parce que cette charity avait des liens avec les supermarchés, des chaînes de supermarchés locales. Il a dit en échange vous vous débrouillez pour que nos produits avec votre nom dessus soient bien référencés dans les supermarchés. Ah, Donc en gros ça il l'a fait dans notre dos. Et avant qu'on commence à shooter, donc pareil, on avait commencé la prod et tout ça. Le mec nous dit au fait, j'ai parlé à l'association, ça leur plaît pas trop, ils connaissent pas ce gars, donc ils voudraient faire sur quelqu'un de chez eux. Mais on les connaît pas, on sait pas qui c'est ces gens-là. Comment vous voulez qu'on écrive un truc? Enfin, il faut qu'ils nous donnent quelque chose, on peut pas inventer des trucs sur les gens de chez eux. Donc ils nous ont filé 3-4 histoires qui étaient moins intéressantes, qui correspondaient moins à ce qu'on voulait faire. Mais on n'a pas eu le choix, on était obligé de travailler avec. Et il y avait une histoire en particulier qu'on avait réussi à peu près à faire marcher. L'histoire, elle était assez simple. Il y a énormément. L'association était sur les SDF. Ils s'occupaient des SDF. Et donc, le thème qu'on nous avait donné, c'était les SDF, qui est un vrai problème en Australie. Il y en a énormément. Et donc, l'histoire qu'on avait, c'était une gamine qui s'était retrouvée SDF à 13 ans. Qui était rejeté par sa famille, rejeté par son école, rejeté par tout le monde, et qui se retrouve enceinte à 15 ans. Donc pour beaucoup, ça voudrait dire à peu près la fin. Sauf que le fait de se retrouver enceinte, en fait, elle s'est dit, OK, bon, pendant 9 mois, je vais essayer de rester clean et de pas... je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter la drogue, quelque chose qu'on se dit tous les jours à 15 ans. Pour que mon petit bébé soit en forme, et puis après, je m'y recollerai quand j'aurai fini. Et en fait, à ce moment-là, elle a eu la chance de tomber sur une conseillère d'éducation de son école qui l'a un peu remotivée, qui lui a dit, écoute, tu as réussi à t'arrêter pendant quelques temps, ça veut dire que tu peux t'arrêter pour toujours. Et donc, qui l'a motivé pour prendre sa vie en main. Et elle a très bien repris sa vie en main. Elle a commencé à faire pas mal de boulot. Elle a fini ses études, elle a trouvé un boulot correct. Elle a fini comme justement en tant que manager, une des managers principales de l'association. Donc elle aide énormément de monde. Elle fait beaucoup de logistique et de trucs comme ça. Donc ce qu'elle fait dans l'association, c'est important, mais c'était pas le truc le plus intéressant à montrer. Mais donc, il y avait toute cette histoire, en gros, cette décision personnelle de remettre sa vie en cause à cause de la maternité et de la personne qui est venue pour l'aider. L'histoire finit bien parce qu'elle finit mariée avec le père du gamin et tout ça. Maintenant, ils ont plusieurs gamins. Donc, c'est vraiment une jolie histoire super positive. Le problème, c'est que juste avant le tournage encore, les clients nous disent ouais, mais en fait, ça nous fait peur de faire quelque chose qui traite de la teenage pregnancy, donc des adolescentes enceintes. C'est un sujet trop divisif au niveau politique. Ça nous fait peur. Ils ne l'ont pas présenté comme ça au début. Ils nous ont dit on aimerait bien enlever ce truc-là parce qu'au niveau de l'histoire, c'est nul, ça ne sert à rien. On leur a dit non, au niveau de l'histoire, c'est le moment clé, c'est ce qui est extrêmement important et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'histoire. Et ils nous ont dit non, on sait mieux que vous ne savez pas raconter d'histoire, l'histoire elle est mieux sans ça, elle est plus simple. Et non, elle n'est pas simple, elle est naze. Et donc on a dû creuser pour justement comprendre que c'était pour des raisons politiques, c'est qu'il y a eu un spot Gillette qui était sorti pas très longtemps avant. C'était sur celui sur les hommes, sur devenir un meilleur, je ne sais plus comment c'était, The Best a Man Can Be. Le spot Gillette qui a fait beaucoup parler de lui. Exactement. Donc Procter & Gamble, ils étaient officiellement très très fiers de ça, ils ont défendu le film.
Sauf que en interne, ils le défendaient moins, en gros. Ils disaient, regardez, il y a plein de gens qui nous crachent dessus, mais c'est pas forcément des gens à qui on veut vendre quoi que ce soit. Ça reste des consommateurs potentiels, donc on veut pas se les mettre à dos. Pas trop Et il y avait client, d'autres quoi. histoires internes. Ouais, c'est ça. Il y avait d'autres histoires internes. En gros, c'est qu'il y avait un gars qui était censé devenir directeur de la région, qui détestait le truc Gillette. Donc, des gars avec qui on parlait, enfin nos clients, voulaient pas faire de trucs qui lui fassent peur à lui aussi. Donc, en gros, ils nous ont demandé, s'il vous plaît, enlevez ça. Et on s'est retrouvé avec un film où c'est une fille qui est SDF, jusqu'à ce qu'elle croise par hasard sa conseillère d'éducation et qui lui dit, ah, tu devrais remettre ta vie sur des rails, sur une route différente. Et elle lui dit, OK, je vais faire ça. Et ça va mieux. Donc, on a essayé de faire ça. On a tourné ça sur le fait que, en gros, écouter, juste le fait d'écouter quelqu'un qui a des problèmes, de lui parler, de lui donner la possibilité de s'exprimer, ça peut avoir des vraies conséquences. Ce qui est vrai et que justement l'association était très contente parce que c'était quelque chose qui revendique assez régulièrement. Il suffit juste de parler aux gens pour de leur faire comprendre qu'ils valent quelque chose et que c'est important de les écouter pour qu'ils se remettent sur pied. Mais bon, c'était moins crédible, quoi. On peut se retrouver avec un film qui était joli, qui a gagné quelques prix en Australie, mais nous, on n'en était pas super contents. Ok, et du coup, à la question, est-ce que tu es content créativement? Tu dirais oui ou non? Ou on reprend 2 heures de discussion? C'est difficile d'être absolu sur ce genre de truc. J'ai eu des opportunités dont je suis super content. Et encore aujourd'hui, grâce à ces trucs-là, on a encore des opportunités où on a encore des clients qui viennent nous voir, qui nous disent est-ce que vous pouvez nous faire un truc qui gagne à Cannes et qui soit vraiment bien. Donc ouais, le fait d'avoir ces opportunités, c'est agréable, mais au jour le jour, c'est assez frustrant parce qu'on a des budgets relativement foireux. On doit faire un film pour 80 000 $. Il faut qu'on fasse un film de 30 secondes. Donc avec ce prix-là, tu vas pas bosser avec un bon réalisateur, quoi. Tu vas prendre celui qui accepte, quoi. Ouais. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Enfin, la culture du craft ici est assez moyenne. C'est essentiellement parce qu'il n'y a pas les sous. Et l'autre problème, c'est quand tu dois absolument chercher l'universalité des idées, ça veut dire que tu fais des trucs qui sont aussi le dénominateur commun le plus bas assez régulièrement, quoi. Donc, ça fait que tu vas pas chercher des idées qui sont extrêmement spécifiques, qui vont chercher un contexte intéressant ou ce genre de trucs. Tu te retrouves, en tout cas, les clients sont plus friands de trucs qui vont faire de mal à personne. Et donc, tu te retrouves avec des films. C'est ce que tu vois en France C'est aussi. la vie Hein. de la pub, Les après. films européens. Ouais. Les films PNJ que tu vois en France, qui sont produits en général par l'Angleterre ou la Hollande, en général, c'est des trucs, tu les oublies très très vite, quoi. C'est juste des trucs, c'est mis sur la répétition et sur. Oui, à part les quelques films qui sont pour les JO ou pour un truc très important, qui sont très visibles, le Ouais, quotidien de la publicité, souvent alimentaire et souvent de supermarché, ça renvoie quand même des trucs assez simples, assez basiques et voire limite ridicules. ouais. Ok. Hem, j'ai pas d'autres questions. Je crois, ça fait 2 heures qu'on papote. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Un truc, une pensée, une envie? Ah, qu'est-ce qui te manque le plus peut-être de France? Justement, les potes, mais à part ça, non. Enfin, ouais, les potes, la famille, c'est loin. C'est vraiment loin. Ça met 12 heures pour rentrer et ouais, là, ça fait un an, une bonne année qu'on n'a pas vu la famille. Donc ouais, il y a ça qui dérange un petit peu. Sinon, non, tu trouves tout ici. C'est plutôt si je rentre en France, je pense qu'il y aurait des choses qui me manqueraient en rentrant en France. De Singapour, ouais. OK. Bah, merci Jocelyn. Eh ben, merci à toi. Je te souhaite, bonne, route pour la suite. Toi de même. À plus. Salut.
Salut.